Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Flon, je suis secrétaire général de l'U2P des Hauts-de-France, l'Union des entreprises de proximité. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré aux entreprises de proximité et au cadre de vie urbain dans lequel ces entreprises se situent. Nous allons passer 2 heures ensemble jusqu'à midi pour ce webinaire sur Livestorm. Sur cette plateforme, vous avez 2 onglets en bas à droite qui vous permettront dans le chat de poser des questions d'ordre technique si vous avez des soucis pour vous connecter ou pour accéder à certains éléments. Mais si vous avez des questions du coup pour les intervenants, vous utilisez bien l'onglet questions. Les questions, c'est dans l'onglet questions. Ce webinaire est enregistré, il sera proposé à la rediffusion à la suite et il sera diffusé donc sur notre chaîne YouTube U2P des Hauts-de-France. Les présentations des intervenants seront téléchargeables directement au moyen d'un bouton qui sera accessible sur chaque présentation. Et je vais commencer du coup par introduire ce webinaire. Donc ce webinaire fait partie d'un cycle d'une quinzaine de webinaires avec pour fil conducteur l'économie de proximité. Donc ces webinaires ont lieu du 15 novembre au 23 juin. Aujourd'hui, nous en sommes au 3e webinaire et les prochains auront lieu le 10 janvier et le 24 janvier. Donc, nous sommes aujourd'hui réunis pour un webinaire consacré aux entreprises de proximité dans un cadre de vie urbain de qualité. Un petit rappel sur l'U2P des Hauts-de-France. Donc, l'U2P des Hauts-de-France, c'est l'un des 3 syndicats interprofessionnels patronales de la France. Donc, nous représentons toutes les entreprises de l'artisanat, du commerce de proximité et des professions libérales, et nous rassemblons le plus grand nombre d'entreprises. L'U2P est constitué de 4 familles. La première famille représente tous les métiers du bâtiment et des travaux publics et du paysage à travers l'ACAPEB et la CNATP. Donc, ce sont 2 confédérations du bâtiment. Les métiers de service et de fabrication au travers de la CNAMS. Les métiers de bouche au travers de la CGAD, Confédération Générale de l'Alimentation de Détail. Donc, ce sont tous les métiers de l'alimentaire. Et la 4e famille, donc, qui représente toutes les professions libérales indépendantes, les métiers de santé, les métiers du droit et les métiers, ce qu'on appelle techniques et cadres de vie, dans lequel, par exemple, vous allez retrouver tous les architectes, les économistes et les maîtres d'œuvre. L'U2P au niveau régional, c'est 190 000 entreprises, 110 000 entreprises artisanales et 80 000 professionnels libéraux. Ce sont 400 métiers différents et ce sont les 2 tiers des entreprises de la région. Nos missions principales, ce sont de défendre les intérêts des entreprises, de les représenter et de les promouvoir auprès des pouvoirs publics et des médias au niveau régional. Et nous travaillons également en direction des collectivités pour faire connaître l'artisanat et pour permettre à ces entreprises de mieux être implantées du coup en centre-ville, centre urbain. Au niveau régional, donc, nous sommes une équipe de 3 personnes, un secrétaire général, une chargée de mission et une chargée de communication. Vous pouvez nous suivre essentiellement sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur LinkedIn. Donc maintenant, je vais vous présenter les différentes interventions qui vont suivre. Donc en premier, nous allons accueillir M. Bouisset, architecte urbaniste conseiller du CAUE de la Somme, qui va nous parler de naturation, renaturation en ville, dans le cadre d'une approche globale de revitalisation. Ensuite, M. Bouisset sera suivi d'une intervention de M. Deilly, premier adjoint délégué au cadre de vie de la ville d'Albert, qui nous parlera de ce que fait la commune justement sur ce sujet de naturation en ville. Ensuite, nous aurons l'intervention de M. Benjamin Gourdin, directeur des Ajoncs. Les Ajoncs, c'est l'association des jardins ouvriers non clôturés, ce qu'on appelle également les jardins partagés écologiques, au niveau régional, donc il nous parlera de ce qu'il fait, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais. Et enfin, nous terminerons par une intervention de M. Eyal Benazera de Réciprocité, qui nous parlera d'habitat intergénérationnel. Donc, je passe maintenant la parole à M. Bouisset. Bonjour, M. Bouisset. Si vous voulez bien mettre votre micro, M. Bouisset. Oui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, je vais vous présenter la question de la naturation des villes. Actuellement, sujet pris en charge par différents dispositifs, notamment le dernier en date est assez volontaire, qui est axé sur l'ingénierie, le dispositif Petite Ville de demain. Oui, voilà, je mets les slides.
Donc, je vais avoir une approche plutôt théorique dans un premier temps et je vais zoomer progressivement sur la question de la naturation, c'est-à-dire de la question essentiellement de la végétalisation, de la désartificialisation et du cycle de l'eau. Donc biodiversité, climat, petite ville et économie de proximité, c'est un même combat. Au centre des deux premiers termes, climat et biodiversité, se trouve la nature. Ce qui nous intéresse ici, c'est la nature urbaine, celle qui traite de l'adaptation de nos villes au réchauffement climatique à partir de solutions végétales. Quelle que soit la ville, sa dimension, sa localisation, on parvient toujours à la conclusion que la nature, que ce soit l'eau ou le végétal, sont des ressources pragmatiques pour permettre aux villes de s'adapter au réchauffement climatique et contribuer à limiter l'érosion du vivant. Ceci n'est pas simple, nous allons le voir, car l'histoire des villes et de nos modes de vie des derniers siècles entre souvent en contradiction avec la mise en œuvre de cet impératif. À la fois, cette nature urbaine ne peut être conçue sans intégrer l'ensemble de l'activité humaine, ce qui est d'ailleurs le propre des villes. La nature des villes est une nature profondément humaine. Le défi semble grand, mais dès cette introduction, nous pouvons affirmer que les petites et les moyennes villes, ainsi que les petites et moyennes entreprises peuvent et doivent être bénéficiaires et contributrices essentielles de la résolution des problèmes. En quelques mots d'abord, le diagnostic, le constat qui nous mène à cet impératif. Ici, les courbes affolantes de Stephen, qui ont notamment accompagné, qui ont suivi notamment les travaux le rapport Meadows, apparu il y a 50 ans, alertant sur ce qui est aujourd'hui confirmé, c'est-à-dire la difficulté de faire cohabiter un système terre durable avec un mode de vie, un système socio-économique industriel qui existe depuis 150-200 ans. L'humanité a largué en un siècle et demi le carbone fossilisé pendant quelques centaines de milliers d'années. L'énergie carbone semblait magique, d'une efficacité redoutable, de faible incidence sur l'environnement, comparativement par exemple aux déforestations massives du 19e siècle, ayant été utile à amorcer l'ère industrielle. Cela eut pour effet une vitesse de réchauffement climatique absolument inédite dans l'histoire de la planète, avec une accélération vertigineuse depuis la seconde moitié du XXe siècle. Les rapports de référence successifs du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, alertent de la situation depuis la fin des années 80. En 2018, le GIEC, puis l'ONU, affirmaient parmi les scénarios probables la fin des conditions de vie humaine sur Terre. Le réchauffement climatique, combiné à d'autres effets délétères des pratiques humaines actuelles, entraîne par ailleurs une érosion tout aussi inédite du vivant. Par exemple, selon l'ONU en 2018, une espèce animale ou végétale disparaît tous les 20 minutes. Pour illustrer cette accélération sur notre territoire, voici par exemple un document réalisé par Jérôme Champre du CEREMA, où l'on voit que Bruxelles vivra un climat madrilène en 2050 et un climat de Marrakech quelques décennies plus tard. Les glaciers fondent, le cycle de l'eau s'accélère. L'eau devient une ressource en tension. Il faut d'urgence rafraîchir nos villes et nos habitats. Nos villes, en même temps que nous devons séquestrer le maximum de carbone. Cela passe par les plantations et la désartificialisation. De quelle façon spécifique les petites villes et entreprises de proximité peuvent-elles bénéficier des politiques de transition écologique? Nous savons que les grandes villes métropolitaines n'ont pas la dimension propice à la résilience. Trop grandes, elles promeuvent les mouvements pendulaires, les déplacements coûteux en énergie, par exemple. En deuxième point, lors de l'événement Covid, nous avons vu à quel point les petites villes et les villes moyennes suscitaient l'affection des habitants et de ces métropoles devenues alors invivables. En troisième point, la nécessité de consommer moins d'énergie et de ressources précieuses, telles que l'eau, d'émettre moins de carbone, impose de repenser nos modes de consommation, de production
par la production locale et de meilleure qualité. En quatrième point, les matières premières, leur transformation, leur vente et leur consommation se trouvent alors concentrées sur un périmètre géographique restreint, au service d'une stabilité de l'économie locale. Il peut en effet ainsi, pour l'alimentation, la production d'énergie et les matériaux de construction, il peut ainsi s'ancrer par l'alimentation, la production d'énergie ou les matériaux de construction bio ou géosourcés, par exemple le bois terre-paille. En cinquième point, un argument cette fois en lien direct avec notre sujet, réaliser des villes résilientes, ainsi renaturées, ombragées et dynamisées par l'économie locale, doit être l'occasion d'en faire des villes plus attractives, agréables, revitalisées. Donc, un rapide coup d'œil sur le contexte législatif. Alors, il existe plusieurs contextes législatifs. Je me concentre sur ce qu'on appelle la renaturation. La loi climat et résilience du 22 août 2021 a fait entrer le terme de renaturation dans le code de l'urbanisme. Un terme prometteur et ambitieux qui ouvre de merveilleuses perspectives quant à cet événement de la nature en ville. La renaturation s'inscrit dans le cadre de la végétalisation des villes. La végétalisation consiste à recouvrir des surfaces par des éléments de végétation, tels que la végétalisation des toitures ou les plantes en pot hors sol sur les chaussées. Mais cette végétalisation présente beaucoup de limites. Elle ne répond absolument pas à l'ensemble des enjeux. C'est ici qu'intervient la désartificialisation des sols, où il s'agit de recouvrir une surface donnée plutôt que de découvrir une surface donnée plutôt que de la recouvrir. Autrement dit, il s'agit de retirer des couches artificielles, bitume, enrobé, ciment, macadam, qui recouvrent et étouffent les sols pour les remplacer par la pleine terre ou, à minima, des matériaux qui permettent une porosité, une perméabilité. Plus précisément, la loi climat et résilience définit la renaturation comme l'ensemble des opérations de restauration de la fonctionnalité du sol ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé. La renaturation engendre des bénéfices directs pour la biodiversité. La pleine terre permet de planter des arbres et des grands végétaux capables, avec d'autres formes de tapis végétaux environnants, d'abriter une grande diversité d'insectes, d'oiseaux ou vers de terre capables de redonner vie au sol. La renaturation permet également de lutter plus efficacement contre les effets du dérèglement climatique grâce à une meilleure absorption des eaux de pluie, permettant de mettre en réserve l'eau utile à faire face aux périodes de sécheresse et à la création d'îlots de fraîcheur. Donc là, l'illustration est un peu dans le désordre. Là, on voit ici une végétalisation de toiture qui est très intéressante pour tempérer les bâtiments, mais qui, en termes de biotope, est assez limitée, surtout avec les bacs avec une quinzaine de centimètres de terre, comme on voit ici. Donc, rien ne vaut, évidemment, la désartificialisation, même s'il est utile de végétaliser au maximum les bâtiments de façon verticale ou horizontale sur les toitures. Voici le retour un petit schéma expliquant le retour de l'eau au sol en évitant, par exemple, les bordurettes trop élevées, en évitant de retenir l'eau et en aménageant la voirie de façon à ce que la goutte d'eau retourne le plus rapidement à la terre. Cela suppose la multiplication d'espaces aménagés pour lutter contre la canicule, en opposition aux îlots de chaleur produits par la captation des calories par les surfaces minérales. Les îlots de fraîcheur ne sont possibles que par le truchement d'une végétation abondante et un sol vivant. Plus qu'un simple verdissement, la renaturation ou la naturation stipule de réparer le lien entre les modes de vie humains et la nature, en modérant ou contrecarrant les effets des constructions passées, datant de périodes où il était difficile d'imaginer les bouleversements produits par l'humain des 2 derniers siècles. Elle ouvre ainsi une nouvelle page dans la capacité de nos villes et territoires à coexister avec le monde du vivant. Quelle place à donner
à la nature dans nos villes et villages. Pardonnez-moi. Hop. Donc, par le terme de renaturation, on entend le retour de la nature en ville ou rendre la nature au paysage. Or, ce n'est pas exactement une réalité. Ce que nous visons actuellement serait plutôt l'arrivée de la nature en ville. Historiquement, la nature n'a jamais vraiment cohabité en parfaite harmonie avec les villes. Nos villes et nos villages n'ont pas été construits sur la nature ou avec la nature, surtout en Occident, mais plutôt en opposition ou du moins dans un souci de maîtrise de celle-ci. La nature était plutôt quelque chose de dangereux. Quand on allait de village fortifié en village fortifié, on traversait une nature hostile. À l'intérieur des murs, on se mettait à l'abri de la nature. C'est dans cette relation dualiste à la nature que les villes, notamment européennes, se sont constituées. La présence de la nature, notamment par la réalisation de parcs urbains du 19e siècle, au 19e siècle, était tout juste préconisée pour des questions sanitaires, rendre la ville respirable. On peut y voir un indice quant à notre situation actuelle. Lorsque l'on arrive à la saturation du système technique et rationaliste à visée de maîtrise et de dépassement de la nature, on convient finalement que la nature peut être un exemple et surtout peut rendre service. Et là, on retombe dans une approche utilitaire de la nature. Donc, on peut voir différentes étapes de ces approches de la relation dans ce document du CEREMA, donc une évolution de la relation aux arbres notamment. Mais aujourd'hui, ceci a été le mouvement à l'époque d'Haussmann et de Napoléon III, et c'est presque un mouvement semblable qui s'opère aujourd'hui. Mais aujourd'hui, au regard des enjeux et des accélérations des phénomènes qui lui sont liés, cela ne se fait pas sans difficulté. L'architecture, l'urbanisme et la gestion du paysage sont au fil des époques des projections sur le sol de contexte socio-historique, d'une vision du monde et de désir des hommes qui habitent le monde à un moment donné. Cette culture du dépassement ou du détachement de la nature a forgé nos villes. Aujourd'hui, on est dans un mouvement contradictoire. Désartificialiser la ville relève alors de la gageure, de la révolution parfois. Ainsi, aujourd'hui, il faut sans cesse arbitrer. Par exemple, le sol des villes est parcouru de multiples réseaux. Nous avons tout canalisé. Nous avons canalisé les parcours, nous avons artificialisé les chaussées pour canaliser les parcours, nous avons dédié la ville à l'automobile, mais nous avons aussi canalisé des choses beaucoup plus naturelles telles que l'eau. Comment restituer un droit au sol pour la nature? Doit-on pousser les réseaux pour planter des arbres de Auger? Doit-on substituer ou en réduire certains, tels que les réseaux de canalisation d'eau pluviale par gestion directe de l'eau, par capacité d'absorption des sols naturels? Ce sont des débats en cours. Et on peut voir sur ce document de Jean-Marc Bouillon, qui est un fameux paysagiste du bureau d'études de Takae, la façon dont la désartificialisation peut finalement servir bien mieux la ville. La désartificialisation et la renaturation, et la naturation peut servir bien plus efficacement la ville que des réseaux extrêmement canalisés de façon artificielle. Autre type d'arbitrage, est-ce que je supprime ou déplace les voitures au stationnement aérien pour mettre des arbres? Troisième type d'arbitrage, est-ce que j'accepte en tant qu'habitant ou usager de la ville artificialisée d'avoir certes une protection solaire liée aux arbres en cas de pic caniculaire, mais aussi un peu moins de lumière dans mon appartement, dans mon commerce ou dans mon lieu de travail? Est-ce qu'enfin, j'accepte le risque de voir les effets induits tels que certaines allergies produites par ce retour soudain, par cette mise en contact soudain de l'homme avec des espèces animales ou végétales?
Ainsi, les choses ne sont pas simples. Il faut par exemple, il faut notamment avoir en tête également que excusez-moi. Autre chose qu'il faut avoir à tête lorsqu'on parle de la nature en ville, il faut être conscient de là où elle se situe de façon privilégiée. La ville est constituée d'espaces publics, d'espaces privés. Les espaces publics ne constituent qu'entre 20 et 30% de la surface d'une ville ou d'un village. Environ 70% des arbres se situent dans le domaine privé des villes et des villages. Donc cela dépend en effet de la répartition du public et du privé. Donc agir signifie d'agir ensemble. Nous allons voir dans ce contexte ce que peuvent faire les collectivités. Donc, quel rôle peuvent jouer les collectivités? Quelle articulation entre puissance publique et secteur privé? Le rôle des collectivités, des élus et des techniciens qui les constituent va être essentiel à plein de niveaux. D'abord parce que ce sont les collectivités qui édictent la règle générale et cadrent l'opérationnel sur le territoire. Et cette règle doit impérativement et rapidement évoluer. Par exemple, concernant l'eau, aujourd'hui, toutes les réglementations concernant la gestion du cycle de l'eau sont prises en faveur de l'infiltration de l'eau au plus près de l'endroit où elle tombe. Maintenant, il s'agit de traduire cela dans les règlements d'urbanisme, PLU, PLUI, etc., en termes de programmes d'action dans les plans climat, air, énergie territoriaux, etc. Nous avons donc aujourd'hui, c'est un public d'élus, si j'ai bien compris, pour l'essentiel. Tout le monde doit bien maîtriser la signification de ces acronymes. Il y a donc à établir des zonages pluviaux, il y a à inciter l'infiltration de l'eau sur la parcelle. Deuxième rôle de la collectivité, elle doit être incitative et exemplaire. Ici, il n'y a pas de temps à perdre et chaque opportunité doit être saisie parce qu'il existe une urgence et un décalage sérieux entre la temporalité habituelle du renouvellement des villes, en temps que l'on a connu plus stable, et l'accélération des phénomènes liés au réchauffement climatique et à l'érosion de la diversité. Ainsi, le rythme habituel du renouvellement urbain, du renouvellement des villes, par divers projets tels que les lotissements, les écoles, les réhabilitations des friches, la voirie, etc., n'est que de 1% par an. Or, si nous devions nous appuyer sur ce rythme pour bâtir une stratégie de préservation de la ressource en eau et d'adaptation de nos villes au réchauffement climatique, nous en aurions pour à peu près 100 ans et nous ne serions pas au rendez-vous des objectifs impératifs pour la pérennité de nos systèmes. Étant donné l'accélération des phénomènes et la part d'incertitude, nous devons partir sur une stratégie à 10-12 ans. Il faut donc saisir toutes les opportunités et ne pas hésiter à être maximaliste. Il existe par exemple pour les collectivités sur des actions sur leur propre patrimoine, les actions les plus efficaces et les plus célèbres sont sans doute ce qu'on appelle les cours oasis, c'est-à-dire la désartificialisation des cours d'école. Donc il s'agit auprès d'un public d'enfants en cours d'apprentissage de désartificialiser les cours d'école pour infiltrer l'eau de pluie, créer des îlots de fraîcheur à partir de l'eau et du végétal, et constitue une relation privilégiée pédagogique à la nature. Ici, les enfants sont alors susceptibles de comprendre les enjeux et intérêts de ces pratiques et de les ramener chez eux pour interroger leurs parents. Pourquoi on ne fait pas ça chez nous, dans notre jardin? Une autre petite photo. Donc là, ce sont des cours, les deux photos sont des cours oasis réalisés par la ville de Paris. Le levier de cette maîtrise d'ouvrage municipal intervient également sur l'espace public. Lorsque l'on a un parvis, même si, comme les parvis d'église, ceux-ci ont la réputation de devoir être artificialisés et minéraux, il faut systématiser la question de savoir s'ils ne doivent pas être végétalisés. Et en tout cas, il faut s'obliger à penser la mise en œuvre qui permettra d'infiltrer l'eau et repérer les endroits où il serait possible de planter pour constituer un ou des îlots de fraîcheur, en dépit de certaines réticences, telles que les réticences des architectes des bâtiments de France, qui, comme tout le monde, viennent progressivement à cet impératif de désartificialisation.
Mais la collectivité ne doit pas penser que domaine public. Il faut qu'elle incite le domaine privé. Ces leviers à cette fin, elle a le pouvoir d'informer, d'organiser la formation, d'accompagner. Elle peut apporter des boîtes à outils, des aides, construire ou orienter vers des dispositifs utiles à la renaturation. Ainsi, certaines communes telles que Brest encouragent financièrement, sous certaines conditions menant à un visa hydraulique, la déconnexion de l'habituel réseau unitaire des eaux pluviales récoltées sur les toits des maisons pour une infiltration directe dans les jardins. D'autres collectivités encouragent le même déraccordement en finançant la plantation d'arbres sur les parcelles privées. Il y a aussi le cas des propriétés et des bailleurs sociaux. Le Grand Lyon a voté une subvention spécifique pour les copropriétés en cas de déraccordement. Et enfin, ce type d'incitation et d'accompagnement peut et doit s'appliquer au domaine des activités économiques privées qui vous concernent plus directement. Enfin, qui concernent, je m'attendais à m'adresser à plus de petites entreprises et activités économiques de proximité. Le rôle de l'élu et de la collectivité est donc important. Ce sont des guides. Ils prennent des dispositions réglementaires. Ils sont exemplaires sur leurs propres pratiques. Ils sont incitatifs, invitants pour celles des autres dans les domaines privés. La naturation, l'adaptation de nos villes et de nos villages au réchauffement climatique doit se faire ensemble, notamment parce que du fait de la répartition des emprises respectives entre public et privé, le potentiel du domaine privé est bien plus important. Face aux éventuelles réticences, la participation de tous doit affiner le projet de résilience sur base d'un consentement partagé. J'ai donc l'habitude d'inviter les collectivités à ne pas s'économiser sur les dispositifs de participation citoyenne, tels que les conseils citoyens comme à Kingersheim, ou pourquoi pas pousser plus loin avec des conventions locales pour le climat comme à Grenoble. Et en fait, ce sont des dispositifs qui sont adaptables aisément à toutes les échelles de collectivité. Mais face à des bouleversements aussi importants, il est extrêmement important de ménager le consentement. Et il n'y a pas plus efficace pour ménager le consentement de la population et des acteurs économiques et des acteurs du territoire que de les asseoir autour d'une même table pour s'accorder sur un diagnostic, des enjeux et des solutions. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Super intéressant ta présentation. Il n'y a pas de questions, donc du coup, moi, je vais te poser quelques questions. Quelle est la demande des collectivités aujourd'hui en région par rapport au conseil que vous apportez au CAUE pour justement apporter plus de nature, ou remettre de la nature en ville? Alors, ça passe bien souvent par le biais des dispositifs en réalité. Alors, il y a plusieurs biais. Il y a en effet les dispositifs tels que les petites villes de demain, donc qui ont un volet important sur cette question de la renaturation ou de la désartificialisation, pour différentes raisons, pour l'agrément qui va rendre la ville attractive, mais donc essentiellement pour l'enjeu environnemental. Par ailleurs, ce sont des questions qui sont posées à la ruralité, aux métropoles. Donc moi, je travaille essentiellement sur la Somme, sur les plans climat de la Somme, c'est-à-dire la planification écologique, ce qui pourrait être la planification écologique si on s'emparait avec un petit peu plus de volontarisme, à mon avis. Ce sont les plans climat, air, énergie territoriaux qui proposent pour 6 années des plans d'action sur tous les domaines d'activité humaine en réalité, c'est-à-dire autant sur la conversion de l'agriculture que la conversion industrielle, de l'artisanat, les déplacements, le logement, etc. etc. Les enjeux, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les pollutions de tout type, et de faire face aux vulnérabilités, de s'adapter. Donc ça veut dire que la renaturation par ce biais du PCAT, du plan climat, entre dans des différentes colonnes d'action qui viennent se recouper.
Donc tous ces programmes qui vont permettre justement de booster un peu cette dynamique. Du coup, ça devrait profiter aux entreprises de proximité du paysage, du bâtiment, des travaux publics? Oui, alors j'ai pas insisté, j'attendais la question. En effet, clairement, la relocalisation, comme je le disais en introduction, c'est la relocalisation de l'économie qui est induite par la nécessité de réduire les parcours des produits, les parcours des ressources, matières premières ou produits transformés, impose, on va dire, une relocalisation de l'économie. Ça invite à une plus grande autonomie des communes. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la crise énergétique actuelle, par exemple, on peut imaginer que des solutions expérimentées comme à Los par exemple, hein, vous avez pour partenaire le CD2E de Los c'est-à-dire la création de coopératives de production d'énergie, sont des systèmes très intéressants pour se mettre à l'abri de dépenses soudaines et imprévues de la puissance publique ou du secteur privé, quand c'est au bénéfice de l'habitat particulier. Donc oui, la conversion de l'agriculture, le fait de combiner par exemple la plantation de haies avec une ressource bois valorisée localement, l'agroforesterie avec l'amorce de filières de bois de construction, voilà, la promotion de la paille sous certaines formes pour la construction. Dans le sud de la Picardie, de nouvelles cultures telles que le miscanthus et leurs filières de transformation. Le lin, se réapproprier cette ressource abondante qu'est le lin pour le transformer ici, soit dans une nouvelle amorce d'une filière textile locale, mais peut-être plus simplement dans d'autres matériaux de construction. Alors, je suis architecte, hein, désolé, c'est ma déformation. Je tombe rapidement je reviens rapidement à ce domaine. Enfin, voilà, hein, c'est clair que les phénomènes en cours nous invitent sérieusement à relocaliser. C'est, à mon avis, au service des petites villes, donc au service des économies de proximité. Très bien. J'alerte sur un point, c'est qu'actuellement la crise énergétique fait flamber les factures d'énergie des très petites entreprises, avec des prix multipliés entre 3, 4, 5, voire jusqu'à 10. Donc il serait vraiment dommageable que toutes ces dynamiques des collectivités pour remettre de la vie en centre-ville, centre-urbain, mais sur leur territoire de façon générale, hein, de privilégier l'économie locale et circulaire, qu'il y ait une disparition des commerces de proximité justement à cause de cette crise énergétique. Voilà, il faudrait être très vigilant avec ça. En tout cas, merci Pierre. Je vais du coup passer maintenant la parole à Monsieur Deilly. Donc Monsieur Deilly est premier adjoint à la commune d'Albert, en charge du cadre de vie urbain, et il va nous parler justement de projets, de ce que la commune fait sur son territoire. C'est à vous, Monsieur Deilly. Bien, bonjour à tous. Monsieur Bussier a déterminé une belle feuille de route. Notre modeste commune, on a essayé d'anticiper tout le bon sens qu'il a déjà communiqué. Et donc, on a entamé, comme d'autres, hein, on a entamé quelques actions avec cette finalité. Et bien notamment, et je vais revenir dans le PowerPoint, la période justement du Covid a été aussi un peu pour nous un booster de besoins vis-à-vis de la population. Puisque dans les arbitrages qu'il évoquait, prendre en compte également les ressentis de la population, surtout pour un élu. Alors, je vais vous planter un petit peu le décor. Donc, Albert est une petite ville donc des Hauts-de-Somme, qui fait office de centralité de la communauté de communes du Pays des Coquelicots. Au total, c'est 28 000 habitants au sein de la communauté de communes. Albert représente la 3e ville du département de la Somme, 10 000 habitants. Après, Amiens et Abbeville, donc une ville taille modeste, département de la Somme, activité essentiellement agricole.
Caractéristique de notre ville, Albert a été presque entièrement rasée durant la Première Guerre mondiale. Et à l'époque, les reconstructeurs donc, ont décidé de donner une colonne vertébrale à notre ville, qui va de la gare en passant par la basilique Notre-Dame de Brebières et de l'hôtel de ville. Ces édifices ont été ornés d'un clocher, donc qui étaient des repères de ville. C'est notre colonne vertébrale, comme je le disais, et c'est également là où se situent 80% de nos commerces. Alors, le petit curseur, où est-ce qu'il est là? Donc, bon voilà, vous avez une situation de la ville d'Albert, donc située entre Amiens et Arras. Vous avez la gare, vous avez la basilique et vous avez notre hôtel de ville. Alors, une ville se doit d'entretenir son patrimoine, se doit de faire des travaux. Et nos besoins, nos budgets communaux font que nous essayons d'avoir un programme de réfection de 1 à 2 rues par an. Lorsque nous arrivons à en faire 1 à 2 rues par année, nous sommes contents, nonobstant l'entretien courant. Au regard, comme ça a déjà été aussi un petit peu évoqué, au regard d'autres besoins et au regard des coûts de réfection également des chaussées. Pour cela, nous avons donc décidé d'intégrer la nature en ville comme, je dirais, philosophie dans chacun de nos projets. Alors, aussi bien en neuf qu'aussi bien en réfection. Alors, la crise du Covid a sans contexte accéléré nos réflexions portées sur la ville de demain, puisqu'en effet, l'épisode récent de confinement a rappelé, entre autres, l'importance du végétal en ville. Notamment, notre ville, nous disposons, proximité du cœur de ville, d'un jardin public de 2 hectares, eh bien, Dieu sait qu'il a été occupé à cette époque-ci, ainsi que nos étangs qui se situent un peu en périphérie, eh bien, là aussi, ça a été très utile et très visité parce que les gens avaient besoin de sortir, de s'oxygéner. Et la nécessité aussi des infrastructures vertes face aux changements environnementaux soudains, qu'il s'agisse d'une épidémie, comme je viens de le dire, d'un réchauffement climatique, de la pollution et d'inondations. Il nous a donc semblé important et voire urgent, et je suis content d'avoir rajouté voire urgent au regard de ce qu'il disait M. Buisset avec les dates qu'il nous donnait, de réintégrer le vivant à la ville, d'améliorer le cadre de vie des habitants et de renforcer l'attractivité de notre ville, notamment de son centre avec ses commerces. Puisque là aussi, c'est une problématique de nos communes et de nos villes, c'est l'activité de nos commerçants dans nos cœurs de ville. Donc, si je témoigne aussi en ce jour, c'est qu'il y a à peu près, il y a 2 ans, nous avons entamé des travaux importants liés à une place importante, la place du cœur de ville, qui s'appelle la place Émile Le Turc, chez nous, qui se situe en face de l'hôtel de ville, et qui était pendant des années réservé uniquement en parking, un parking de 300 places de voitures. Et aujourd'hui, on peut dire qu'après ces travaux qui ont duré 1 année, on a retrouvé un statut d'espace vraiment public, où la voiture est toujours présente, mais elle n'est pas forcément reine. Sa requalification d'espace urbain, donc végétalisé, jalonné de promenades piétonnes, de bancs, d'épingles à vélo, de zones fraîcheur, comme ça a été évoqué, d'estrades de détente, voire d'animation, d'une fontaine à eau pour consommer de l'eau potable, a considérablement amélioré le bien-être des usagers et a entraîné un regain de l'activité commerciale pour les restaurants, le cinéma et en fin de compte le shopping en général. L'aménagement paysager qualitatif, avec une centaine d'arbres plantés, plus d'autres végétaux, des essences choisies non allergènes et mettre en valeur le patrimoine de la ville. De façon historique, nous avions des marronniers, pour certains, je crois, à peu près centenaires, qui étaient en fin de vie, ça a été aussi aidant, mais qui masquaient tout sur la place.
C'est-à-dire que nous avons également de beaux édifices et qui étaient absolument noyés visuellement par la taille de ces marronniers qui devenaient même dangereux, puisqu'en cas de tempête, des branches sont déjà tombées sur les véhicules. Ce n'est pas spécialement plaisant. Le mobilier de cet aménagement a également été adapté pour favoriser donc la convivialité, avec des bancs, des meubles assis debout, des tables hautes, des estrades. On y a incorporé aussi des bornes Wi-Fi, un éclairage, je dirais, tamisé pour le soir, de teinte bleue. Tout ça permet de créer un lieu de rencontre au cœur de notre ville où les gens peuvent se poser. La place du piéton est respectée en harmonie avec d'autres modes de circulation. Évidemment, la voiture indispensable, donc, mais également pour le piéton et le cycliste. Cet aménagement, cette place qui fait 1 hectare, est également modulaire. Nous l'avons conçu pour être coupé comme un gâteau en 4, quoi, si on peut l'évoquer comme cela, ce qui nous permet aussi de pouvoir sécuriser, type Vigipirate, du zonage, tout en conservant un potentiel également de parking et de traversée piétonnière ou vélo. Donc, comme en ce moment, activité autour des fêtes de Noël, nous y avons instauré une luge là, qui descend avec quelques manèges, et bien c'est réservé sur 1/4 de la place. Le reste, les personnes peuvent toujours se sédentariser. Élément important, très important, que nous avons réussi à faire passer avec l'adhésion des commerçants, ça a été la zone bleue en cœur de ville. Pour développer aussi le commerce, après avec beaucoup d'échanges auprès des commerçants, il a été décidé de réinstaurer une zone bleue. Alors la zone bleue en France, je peux penser, peut-être à tort, que c'est un peu désuet. L'habitude est souvent la tirelire, c'est de mettre des monnayeurs, de mettre des parcs-mètres payants. Ça n'a pas été notre option. Nous avons eu la gratuité de nos parkings existants, avec une durée, je dirais, indéterminée de nos parkings existants dans le cœur de ville, et qu'à proximité des commerçants, instaurer une zone bleue d'1h30 classique, ce qui évite les voitures ventouses. Nous avons aujourd'hui 1 an de recul sur la mise en place de cette zone bleue et honnêtement, les commerçants sont très satisfaits parce que lorsque tu vas voir un commerçant avec ta voiture, tu as de la place à proximité. Alors, il a fallu décider aussi les commerçants parce que les premiers utilisateurs de ces places à proximité des commerçants étaient les commerçants eux-mêmes ou les salariés des commerçants. Donc là, aujourd'hui, ils se mettent sur un parking à proximité, à 100-150 mètres de leur lieu de commerce, et ils laissent les places devant leur magasin auprès des administrés. Alors, quelques images. Donc là, nous avons toujours notre hôtel de ville. Bon, nous distinguons ici des places de parking. Nous avons conçu une venelle piétonne sécurisée, alors qu'auparavant, il fallait un peu naviguer dans le flot des véhicules. Bon, là, c'est l'arrivée des arbres. Bon, là, c'était encore en travaux, donc c'est la mise en place des arbres. Là, ici, c'est une zone fraîcheur, un lieu qui plaît beaucoup aux jeunes, avec donc évidemment des arbres, une estrade où tu peux t'allonger, tu peux t'asseoir, tu peux jouer de la musique également. Ici, nous avons des meubles assis debout, où ils peuvent casser la croûte, et on a beaucoup de lycéens, de collégiens qui viennent aussi prendre leur repas sur cet espace. Alors, on essaie d'anticiper aussi le fait de rafraîchir la ville, comme ça a été dit aussi précédemment. Bon, une ville toute minérale, privée de surface naturelle, contribue directement à l'inverse, c'est-à-dire à l'îlot de chaleur. Donc, en consommant l'énergie solaire tout en créant de l'ombre par les arbres, par des végétaux, permettent de faire baisser les températures de façon efficace, notamment pour protéger les façades des maisons des rayons du soleil, mais également pour offrir des zones de confort aux habitants. Bon, il suffit de voir quand il fait extrêmement chaud, on est très bien sous un arbre. Donc, l'idée, c'est aussi de travailler avec les paysagistes pour, à un moment donné, nos rues commerçantes, nos rues de cœur de ville, nous les aménagions aussi
où le végétal trouve sa place au service de tout le monde. Alors, j'ai illustré quelques photos. Bon, donc là, c'est là, ici, c'était assez simple, c'est un gymnase. Nous avons commencé la plantation aussi d'arbres. Bon, là, c'est simple. Là, on voit un alignement de végétaux aussi sur parking. Là, ici, on voit des travaux de voirie où on a commencé à désartificialiser un peu les sols par aussi des alignements d'arbres à dimension, hein, pour ne pas non plus essayer d'obstruer par de trop des hauteurs de fenêtres au niveau luminosité, hein, que ce sont des arbres aussi sur lesquels la commune peut avoir une maîtrise dans le domaine de l'entretien. Bon, là, idem. Là, nous avons, on ne le voit pas trop, mais c'est un parking aussi végétalisé, enherbé, avec également quelques végétaux délimitant le parking. Bon, là, ce sont des philosophies de travail, donc ce sont des photos que j'ai reprises, liées à la biodiversité, liées à la pollinisation, liées à la nature, liées au... Alors, ce qui est intéressant sur cette photo-là, ou cette diapo-là, c'est que, par exemple, avec nos équipes d'espaces verts, dans des zones précises, non dangereuses pour tout le monde, on a réintroduit dans notre ville aussi des ruches. Bon, l'intérêt des ruches, pour beaucoup, un intérêt pédagogique. Les ruches, on fait venir les enfants, les écoles, on mouille les écoles à la sensibilisation, les enfants, c'est l'avenir, on leur explique le cycle, on fait de la communication interne. Là aussi, c'est pour sensibiliser au mieux le citoyen, pour qu'à un moment donné, il puisse comprendre nos décisions ou nos projets d'intention, pour qu'à un moment donné, faciliter ce que M. l'architecte disait tout à l'heure, les notions d'arbitrage. Car bien évidemment, quoi que nous fassions, nous avons des arbitrages à donner, à communiquer et à expliquer. Élément important, et je suis content que M. l'architecte ait également insisté, c'est la gestion des eaux de pluie. Gros fléau. De plus en plus des orages forts que nous subissons, et nous avons aussi, avec cette urbanisation, cette minéralisation, des flux d'eau qui viennent avec de la puissance dans les points bas de notre ville et qui ne sont pas suffisamment canalisés en amont. Donc là, la saturation récente des systèmes de canalisation d'une part et l'engorgement des eaux à notre propre station d'épuration, la conception de notre réseau a été un réseau unitaire. Il a été fait comme ça. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de repenser la gestion des eaux, car envoyer de l'eau de pluie à une station d'épuration, c'est une hérésie. Donc, depuis des années, on y travaille. Il faut qu'on accélère fortement le mouvement. Donc, pour ce faire, en se basant sur des mécanismes naturels, les aménagements paysagers récents ou en projet recourent au végétal et permettent de limiter les débordements des eaux et de lutter contre les inondations en période de fort orage. Des bassins, mais surtout des noues, sont réalisés pour retenir les eaux de pluie sur place et éviter ainsi les ruissellements et cumul des eaux sources d'inondation. Monsieur l'architecte l'a dit, l'eau doit s'infiltrer au plus près de là où il tombe. Donc là, on a des projets de réfection d'une de nos rues importantes de notre ville, qui s'appelle la rue Birmingham, une marraine de guerre qui a financé à l'époque cette voirie-là. C'est une rue hyper passagère. On réfléchit sur un plan technique pour être contraint de la mettre en sens unique, pour à la fois respecter, je dirais, des normes liées au trottoir PMR, pouvoir concevoir des noues de récupération des eaux alliées à la mise en place d'arbres et de végétaux, tout en conservant également de la voirie. Donc là, c'est notre projet, c'est notre feuille de route pour 2023. Mais aujourd'hui, tout est minéral, hormis quelques bacs à fleurs qu'on a mis pour faire beau, mais à l'époque, sans pensée liée à la gestion de l'eau. Aujourd'hui, la rue reçoit de l'eau, il faut qu'elle traite son eau sur place. De même, nous avons fait quelques réalisations ici, ça a été un skatepark. Bon, nous avions un peu de place, c'est plus facile quand tu as de la place, mais on a tout de suite réaménagé avec des végétaux pour que les enfants, les ados qui viennent faire du skate puissent aussi se reposer à des endroits conviviaux et, si possible, à l'ombre. Bon, voilà. Là, ici, plus bas, ça a été des parkings de la cité, de la ville, réaménagés avec de la végétalisation.
Bon, ça, c'est quelque chose d'un peu classique qui existe maintenant, mais il faut le faire. Là, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure. L'idée, c'est-à-dire, bon là, le trottoir, là, il n'est pas PMR sur cette vue-là, mais c'est ce qui va nous inspirer, c'est-à-dire avoir une voirie en sens unique, gérer le flux, renvoyer le flux, avoir une noue de réception des eaux de pluie, aménager en végétalisation et conserver du trottoir. On le revoit aussi un peu mieux. Voilà un petit peu l'idée de ce qui nous inspire dans une ville qui est fortement déjà urbanisée sur cet exemple-là. Alors, je dirais que se préoccuper de la nature en ville ne revient pas uniquement à s'intéresser à la biodiversité, c'est aussi et surtout s'intéresser au bien-être des citoyens. Ces citoyens sont des consommateurs et un cadre de vie attractif favorise grandement la qualité de vie et le commerce du cœur de ville. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on vit un cœur de ville apaisé, les gens prennent le temps de se poser, et nos commerçants sont très contents de ce climat nouveau qui se crée avec, je dirais, de la végétalisation, des aménagements qui incitent, je dirais, à la fois à sortir et à sédentariser. Voilà, merci de votre écoute. Merci, Monsieur Dedi. Je vous propose qu'on regarde la petite vidéo du travaux du... Oui, ah oui, alors là, je vais vous présenter une petite vidéo sur ce que j'évoquais, notre place Émile Le Turc. Alors, c'est une vidéo qui a été prise de A à Z des travaux. Ça va être, je vous préviens, ça va être vu en accéléré. Donc, il faut peut-être la revisiter plusieurs fois pour voir des détails. Bon, ça démontre la nature des travaux dans un lieu important, car aussi sur un plan technique, il a fallu travailler par demi-tronçon, par demi-place, puisque nous avions quand même les besoins de proposer auprès des administrés toujours des places de stationnement malgré les travaux. Donc, vous allez avoir un avant-après, mais en version accélérée. Je vais vous déclencher la vidéo.
Merci, Monsieur Dei. Très beau projet, très belle dynamique sur la commune d'Albert. Bravo, tout ce que vous faites. Ça bénéficie aux habitants et au commerce. Bah oui. Oui, oui, ben on essaye. Après, on ne va pas se réfugier derrière cela non plus, mais c'est aussi une réalité. Les travaux, dès que tu touches à du terrassement, ben évidemment, ça engendre des coûts. Alors, c'est pas parce que c'est des coûts qu'il ne faut pas faire, mais c'est vrai qu'on pourrait toujours faire mieux et plus rapidement. Hein. Au lieu de faire 2 rues par an, si tu en fais 4, eh ben, tu accélères et ainsi de suite. Bon, après, il faut des volontés aussi politiques, bon, bien sûr, des élus de terrain, mais aussi, il faut savoir que nos projets ne peuvent voir le jour que par le jeu d'accompagnement financier, de subventions. Sur les fonds propres, c'est impossible. Donc là aussi, après, ben, voilà, ce sont les moyens qui sont les nôtres de l'État, décentralisé avec les régions, les départements, pour à un moment donné booster aussi ces projets voilà, hein, qui ont un coût. Bon, maintenant, il y a aussi, au-delà des coûts, il y a aussi des réflexions à avoir parce que il y a aussi des petites choses qui peuvent se faire et qui n'engendrent pas de coûts extraordinaires. Le tout, c'est d'avoir cette volonté et cette pensée. Notamment en périphérie de notre cœur de ville. Nous avons donc des maisons, nous avons des lotissements et nous avons de la voirie aussi avec un peu plus de place. Là, des arbres ont été plantés, bon, c'est bien. Entre les arbres, nous y avons mis donc on appelle ça, du gazon, de l'herbe qu'il faut tondre. Bon, c'est bien, c'est propre. Mais on a une problématique de gestion d'eau. Donc, on réfléchit aussi, si plutôt que de laisser en herbe, on ne peut pas déterminer entre les tranches d'arbres des noues également pour récupérer de l'eau, et également dans certains espaces, mettre aussi de la prairie fleurie qui éviterait un entretien trop rapide, je dirais, du gazon, et qui est beaucoup plus favorable au niveau de la biodiversité que le gazon, qui lui n'apporte pas grand-chose au niveau de la biodiversité. Donc ça, des fois, il y a des petites choses aussi qui, voilà. Donc c'est vrai que des webinaires comme les vôtres sont des sources de réflexion pour ensuite un peu travailler les sujets, d'aller chercher les bonnes pratiques à gauche à droite pour aussi améliorer l'existant. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Dei. On va passer à la présentation de Monsieur Gourdin, donc directeur des agents. Les agents, donc c'est l'association régionale qui s'occupe des jardins partagés écologiques. Voilà, c'est à vous, Monsieur Gourdin. Oui, bonjour à tous, merci d'être présents. Donc voilà, on va commencer par une petite vidéo pour vous mettre un petit peu dans notre univers, sachant qu'on fait un travail évidemment avec les habitants et bien sûr maintenant les collectivités. On verra un petit peu tous les partenaires que l'on peut mettre en place autour de ce type de projet. Donc on peut envoyer en effet la vidéo, c'est moi qui la lance, voilà. C'est un poumon de verdure en plein cœur de l'île. Un potager, une cabane, 900 mètres carrés. Il n'en faut pas plus pour que les habitants se rassemblent, partagent et échangent. Bah là, on va faire une tarte aujourd'hui pour la fête. Ces habitantes peuvent y venir quand elles le veulent, pour une cotisation de 5 € par an. C'est vraiment un lieu où toutes sortes de gens dans le quartier peuvent venir, ou même d'autres quartiers, mais c'est vrai que c'est plus souvent des gens qui habitent proches, et qui vont se retrouver pour faire une partie de molki, pour jardiner, pour lire un livre, pour boire un café, pour manger ensemble, etc., etc. Ou se reposer tout simplement, voilà. Les poules et le coq. Avec sa trentaine d'adhérents, le jardin fête cette année ses 20 ans. L'occasion pour René, l'un des pionniers de ce paradis vert, de ressortir les vieilles photos et de se souvenir. Tu vas voir, c'est dingue. C'est quoi? Eh ben, c'est comme c'était avant, il y a 20 ans, quand on est arrivé là. Ah mais c'est fou, il n'y C'est avait rien du tout. c'est un jardin donc en mouvement. Alors celui-là, il est vraiment fortement en mouvement, puisqu'au départ, il n'y avait qu'un gazon et deux premiers arbres qui avaient été plantés là par la ville, certainement, dont celui qui est encore là, qu'on a laissé, qu'on a réintégré au plan d'aménagement du jardin, petit à petit, avec les premiers habitants jardiniers.
Ce jardin partagé, le premier créé en France, a servi de modèle et continue d'essaimer dans tout le pays. Alors ce week-end, à Lille, des habitants jardiniers de toute la France viendront fêter son 20e anniversaire. Voilà, donc une petite mise en bouche, on va dire ça comme ça, sur le projet de jardin. Donc en effet, Jardin des Retrouvailles, qui est un jardin à Lille-Moulin, qui est en effet le premier site en France sur ce type de démarche, mais qui n'est pas une innovation puisque ça existait déjà aux États-Unis depuis plus de 30 ans. Et donc je vais vous faire une petite présentation de ce qu'est l'association. Et aujourd'hui, symboliquement, c'est aussi intéressant parce qu'on vient d'accompagner notre 100e jardin partagé, donc dans la région Hauts-de-France, sachant que nous travaillons en particulier sur le Nord et sur le Pas-de-Calais. Voilà, mais la possibilité de s'ouvrir évidemment à ce département est ouverte. Donc les agences, c'est une association loi 1901 qui émane d'une réflexion avec des habitants dans un quartier, c'est à Lille-Moulin, de la place des habitants dans son cadre de vie et dans l'espace public. Et l'idée première, c'était d'aménager un jardin, simplement de fleurir l'espace public. Et les habitants, donc c'était une démarche qui a commencé en 1992, ont voulu aller un petit peu plus loin dans la démarche, c'est dire mais pourquoi on ne pourrait pas gérer, aménager dans la durée un espace qui nous serait mis à disposition, et est né comme ça le premier jardin partagé de France, le jardin des Retrouvailles, un petit peu à côté de l'action où ils avaient essayé de mettre en œuvre le jardin. Donc la ville de Lille nous a confié un premier jardin en termes d'expérimentation, et ce premier jardin a permis ensuite à d'autres habitants dans d'autres quartiers de vouloir faire la même chose. À partir de 1998 est arrivé le concept donc, de ce jardin. Alors tout est un petit peu dans le nom, donc c'est les Amis des jardins ouverts. C'est pas le mot ouvrier, hein, c'est bien ouvert et néanmoins clôturé, et j'expliquerai tout à l'heure la différence entre les deux. C'est-à-dire que c'est un jardin qui est fermé, privé quand il n'y a pas d'habitants jardiniers dedans. Il devient ouvert à tous, public, dès qu'il y a un habitant adhérent du projet. On est vraiment à la frontière entre l'espace public et l'espace privé, avec une place prédominante pour l'habitant, et qui va pouvoir jouir de cet espace quand il le souhaite, comme ça a bien été précisé dans la vidéo précédente. Évidemment, pour que ça puisse fonctionner, il faut un petit peu de méthodologie, et je vais vous expliquer un petit peu comment on travaille et comment aujourd'hui on arrive à démultiplier ce type d'action sur tout le territoire, sachant qu'en France aujourd'hui, il y a des jardins un petit peu partout, puisque le modèle a été copié, et nous faisons partie d'ailleurs, nous avons monté un mouvement national qui s'appelle le Jardin dans tous ses états il y a plus de 20 ans, et nous nous réunissons régulièrement pour échanger dans nos pratiques, pour faire évoluer évidemment ce type d'outils sur tout le territoire français. Donc on a d'abord une mission d'accompagnement, c'est ça qui est important, accompagnement des habitants. Et pendant une dizaine d'années, c'était un accompagnement qui était plutôt des actes militants, puisque la question foncière était un vrai sujet à l'époque, et on n'avait pas forcément toujours la possibilité de s'installer sur certains espaces. Donc les rapports de force, évidemment, sont nés pour ramener par les habitants aussi cette question de nature en ville dont on parle depuis tout à l'heure. Et donc ça date du siècle dernier encore, de pouvoir, que les habitants trouvent leur place sur ces questions-là. Et forcément, pendant une dizaine d'années, ça a été des combats, clairement, pour pouvoir installer à Lille, mais pas qu'à Lille, pour pouvoir installer ce type d'outils, jusqu'à une transformation et une reconnaissance, il y a maintenant plus de 17 ans, du projet, et qui nous a permis de travailler aujourd'hui avec énormément de partenaires. Et ils ne font que se développer depuis ces années-là. Donc, pour redonner un petit peu quelques lignes des statuts qui ont été élaborés par les habitants, c'est d'abord de recréer du lien social à partir d'un support de type nature. C'est-à-dire qu'on a d'abord un outil social pour mobiliser les habitants sur un espace, et derrière cet outil social, il y a un projet environnemental, c'est comment amener les habitants à de bonnes pratiques respectueuses de l'environnement, et donc à une modification des comportements du quotidien. C'est-à-dire que le jardin devient et reste un outil d'expérimentation pour que les habitants puissent apprendre, comprendre ce qui s'y passe, comprendre aussi ce qu'est la nature, c'est-à-dire par l'élaboration des espaces, on va pouvoir travailler sur la question des écosystèmes, de comprendre ces écosystèmes pour mieux les respecter, et surtout de pouvoir ensuite ramener facilement toutes ces pratiques chez soi, dans son habitat, si on a la chance d'avoir un petit jardin. Et on jardinera les villes que quand tout le monde s'y mettra, c'est-à-dire aussi bien dans les espaces publics que dans les espaces privés. Cette expérience a permis de développer, tout à l'heure, je le disais, une centaine de jardins partagés aujourd'hui qui sont aussi mis en réseau, c'est-à-dire qu'on fait des échanges inter-jardins parce que des valeurs communes sont à l'œuvre à travers ces jardins, et les habitants se reconnaissent
à travers ces valeurs une fois qu'ils rentrent sur un jardin partagé, puisqu'ils ont un mode de fonctionnement qui est assez proche, même s'il y a des petites variations, on pourra éventuellement discuter tout à l'heure. C'est aussi un outil de formation, c'est-à-dire qu'en co-construisant les projets avec les habitants, on les forme en même temps. Donc il y a vraiment une transmission de savoir-faire et de savoir-être, mais ça va aussi dans les deux sens, parce qu'on rencontre aussi beaucoup d'habitants qui ont énormément de compétences, et l'idée c'est d'apprendre aussi auprès d'eux. Donc on est vraiment sur des échanges de savoir et de savoir-faire, voire également de savoir-être, puisque on va en parler, le collectif c'est quelque chose d'assez complexe. Et puis on a surtout, une fois installé, un outil partenarial qui va nous permettre de sensibiliser tous les habitants, quels qu'ils soient, et tous les partenaires à la question du respect de l'environnement et de la biodiversité et de devenir des éco-citoyens. Alors nous, on est d'anciens profs aussi ici au sein de la structure, dans l'équipe de co-direction, et on a voulu mettre énormément de pédagogie dans le projet pour justement pouvoir modifier, comprendre et modifier du coup ces comportements du quotidien. Donc tout à l'heure, je disais, on est parti du haut à gauche, d'initiative d'habitants. C'est le côté militant de l'association qui a permis de créer les premiers jardins communautaires sur la métropole lilloise. Et depuis quelques années, donc c'est la partie de droite, on a maintenant des commandes institutionnelles, privées, l'État, qui également nous a commandé d'ailleurs cette année au sein du ministère de la politique de la ville un gros travail sur la place des habitants et la biodiversité, que nous sommes en train de réaliser. Beaucoup de communes, on travaille à peu près sur une cinquantaine de communes aujourd'hui, des communautés d'agglomération. Les bailleurs qui sont arrivés, qui nous tournaient déjà autour depuis quelques années, mais qui n'avaient pas les moyens pour mettre en œuvre ce type d'outils sur leurs espaces, et ils en ont énormément, de pouvoir requalifier les espaces en pied d'immeuble. Et aujourd'hui, on travaille sur 27 projets avec 9 bailleurs, et depuis peu, des lotisseurs donc, qui viennent nous voir avec les architectes, avec les paysagistes, pour imaginer un espace à partager dès la construction ou la réhabilitation de certains quartiers. Cet outil de jardin communautaire, c'est vrai qu'à l'époque on l'appelait communautaire, aujourd'hui on lui donne plutôt le nom de jardin naturel partagé. Nous on aime bien aussi le mot jardin naturel concerté, puisque tout est conçu et créé collectivement avec les habitants, nous a permis de développer énormément de partenariats. Donc c'est la partie à gauche, donc les centres sociaux. Pourquoi? Parce qu'on défend aussi l'éducation populaire, donc on se retrouve énormément dans leurs objectifs, et donc on arrive à marier très facilement ce type d'outils avec les centres sociaux, mais également les MJC, les crèches. Les personnes handicapées, on a plusieurs projets où on a, avec les directions de ces établissements, eu l'envie de partager un espace avec les habitants du quartier, c'est-à-dire que les résidents de ces lieux sont aussi des habitants comme les autres, et qu'on peut concevoir ensemble des projets, et on a plusieurs projets qui marchent vraiment très très bien. On teste en ce moment sur Louvroil un projet avec un ITEP, avec des jeunes en grande difficulté qui ont une petite forêt à côté de chez eux. On est en train de faire un projet à l'intérieur de la forêt, autour de l'agroforesterie. Les personnes âgées et les EHPAD dernièrement également, avec toujours cette idée d'être ouvert sur le quartier. Donc on n'intervient pas dans des lieux fermés, privés. Il faut que derrière, il y ait une ambition de créer un espace qui soit ouvert au plus grand nombre, aux différents publics, et d'essayer de faire que tout puisse se mettre en œuvre. Une deuxième très forte également, c'est évidemment toute la partie scolaire, donc évidemment les écoles, les collèges, les lycées professionnels avec qui on travaille énormément. On a travaillé beaucoup sur les temps périscolaires, sur les nappes pendant plusieurs années quand ils étaient en place. Ça a permis de créer des jardins dans les écoles et également. Et puis les lycées professionnels, les lycées horticoles, par exemple, de l'Homme, avec qui on travaille beaucoup. Et on a testé également, on est allé vraiment vers tous les publics. On est allé tester aussi ce projet dans les centres de détention, donc à Bapaume et puis à Neulin, dans le cas de dispositifs de bien vieillir en prison, dans le cadre du plan antiterrorisme. Et donc, on a aussi eu des projets, alors moins ouverts sur le quartier, vous pouvez bien imaginer, mais en tout cas, l'ouverture, elle passait déjà par nous, qui intervenions sur ces espaces, et on a réalisé d'ailleurs un film qui est sorti, qui s'appelle Un jardin en cabane, qui est sorti et qui a valorisé vraiment le travail du jardin en collectif. Pour redonner un petit peu l'ordre des choses, c'est vrai que ça, c'est un document qui est national. Sur la typologie des jardins, c'est vrai qu'on a tendance à mélanger jardins familiaux, jardins ouvriers, jardins communautaires. C'est vrai que nous, on essayait de les ranger les uns par rapport aux autres de façon à ce qu'on puisse vraiment savoir de quoi on parle. Donc, vous avez en haut à gauche les jardins privés. Donc, le jardin privé, c'est un jardin où les gens vont évidemment s'investir beaucoup, mais il ne sera pas accessible au public. Et à l'opposé, vous avez les jardins publics qui sont très accessibles à toute la population, mais où la place de l'habitant n'existe pas ou très peu. Et au milieu, vous avez ce qu'on appelle, nous, les jardins collectifs. Et dans ces jardins collectifs, il existe différents types de jardins en fonction de leur
ouvertures. C'est pour ça que tout est rangé selon deux axes. L'axe vertical, c'est l'axe de l'implication, et l'axe horizontal, c'est l'accessibilité. Et nous, on se développe sur la partie en haut à droite, donc un maximum d'accessibilité pour un maximum d'initiatives d'habitants. Donc des jardins ouverts à tous et pour tous. Cependant, il y a des jardins, par exemple les jardins familiaux, qui sont anciennement les jardins ouvriers, qu'on appelle familiaux aujourd'hui, ont tendance aujourd'hui, alors chacun a sa parcelle individuelle, mais ont tendance à migrer tout doucement vers des jardins partagés, tels qu'on les développe, parce qu'il y a ce souci ou cette envie de faire du collectif. Il existait déjà, mais avec des zones vraiment dédiées au collectif. Donc, ce sont des projets que l'on accompagne aussi pour leur mutation, leur transition vers ce que nous, on développe aujourd'hui, c'est-à-dire des jardins où il n'y a pas que du potager. Le potager représente en général qu'un tiers de l'espace qui est dédié. Et il peut arriver aussi qu'il n'y ait pas de potager du tout. Là, on va se demander ce qu'on va y faire dans ces espaces-là, et vous allez le découvrir juste après. Le jardin partagé, on a donné une petite définition ici. Donc, c'est un espace qui est aménagé progressivement par des habitants volontaires, avec l'idée, c'est qu'ils puissent aussi très rapidement être autonomes. Et donc, nous, on a mis en place une méthodologie que je vous présenterai après pour faciliter cette autonomie, c'est-à-dire cette prise en main du projet. Tout à l'heure, j'ai entendu le mot consommateur dans la discussion. C'est vrai que on est né, on vit dans un mode de consommation depuis des années, et nous, on essaye de passer au mode acteur, c'est-à-dire comment on peut être acteur dans sa vie, comment on peut être acteur autour d'un espace collectif, comment on peut co-construire le projet ensemble. Et donc, on a mis en œuvre aujourd'hui vraiment toutes les étapes de co-construction avec les habitants pour que ça leur appartienne. En fait, l'idée, c'est d'amener les habitants comme acteurs, et de passer d'un simple sympathisant sur un projet à je suis adhérent, j'adhère au projet, je porte le projet, je suis responsable du projet, j'accueille les nouveaux dans les jardins, je leur explique ce que l'on y fait, etc. Et ça, c'est une procédure que l'on met en œuvre sur tous nos projets, qui est assez complexe, qui est assez longue, mais qui est nécessaire pour trouver de l'autonomie. Parce que la plupart de nos jardins aujourd'hui, même si nous, on a accompagné une centaine de jardins, à peu près 60% des jardins aujourd'hui sont autonomes et sont portés par des habitants, avec après tout un dispositif au niveau de la gestion, c'est-à-dire juridique, etc. Ça, c'est des sujets sur lesquels on pourra échanger également. C'est un lieu de sensibilisation à l'environnement, on en parlait tout à l'heure. C'est un lieu qui est dédié à la nature. Comme je le disais tout à l'heure, on ne jardinera les villes que si tout le monde s'y met, donc à tous les niveaux. Et le jardin partagé est vraiment un lieu d'apprentissage, d'expérimentation. Et puis, tout ça est régi par une charte de mode de fonctionnement, évidemment, sinon ça sera un petit peu l'anarchie, puisque travailler en collectif, ça demande évidemment beaucoup de méthodes, surtout quand on est ouvert à tous les publics. C'est-à-dire qu'il va falloir mixer des publics qui se croiseraient peut-être jamais, qui, à travers l'outil jardin, vont se rencontrer et vont devoir co-construire ensemble le projet. Et c'est là où nous, on a un travail de médiation très, très importante pour pouvoir faciliter la vie des groupes, et aussi rappeler les modes de fonctionnement. Et la charte des jardins communautaires est un outil, c'est une charte qui a été créée en 1997, qui est toujours d'actualité et qui sert de référence au niveau national également. Elle peut être complétée parfois, selon le territoire et selon les publics et selon les contextes, à un règlement intérieur, parce qu'il peut y avoir des dérives, évidemment, sur ce type d'outils. Donc, un jardin au naturel, c'est un jardin qui amène à des pratiques respectueuses de l'environnement. Ici, on est à l'île Saint-Maurice-Pelvoisin, derrière une église. C'est un terrain qui a été oublié par la ville, qui était même inaccessible. Donc, il a été découvert par des habitants. Et donc, on a fait tout un travail avec les habitants et la commune pour rendre cet espace ouvert sur le quartier. Il y a un centre social qui s'était créé également en même temps. Et du coup, on passe par le centre social, par un dispositif qu'on a pu imaginer pour que ça puisse être ouvert même le week-end, pour accéder à ce petit espace de nature. Et quand on est sur ce jardin, alors qu'on est à 200 mètres de la gare Lille-Europe, on est vraiment en pleine nature, avec des pratiques respectueuses de l'environnement. Donc la charte, j'en ai parlé un petit peu, je vous l'ai mis comme ça, vous l'aviez en référence. Voilà, cette charte, elle s'appuie sur trois gros piliers. Donc, ce sont des jardins ouverts à tous et pour tous. On n'a jamais exclu une seule personne sur nos jardins partagés. C'est des pratiques respectueuses de l'environnement, donc aucun intrant, évidemment. Là, en ce moment, on travaille beaucoup sur la question de l'eau. On a beaucoup parlé de l'eau depuis ce matin. Et c'est vrai que nous, on est en train de montrer qu'on peut cultiver sans eau. Donc ça, c'est un petit côté assez sympa pour les jardiniers qui paniquent avec l'arrivée de l'été, où les sécheresses sont de plus en plus importantes et où nos mares aussi sont de plus en plus asséchées. On est en train, avec des techniques autour du concept de la permaculture, de pouvoir montrer, on fait ça à grande échelle sur Ronchin, avec la production de milliers de
de tonnes de légumes produits sans une goutte d'eau, avec ce qu'on appelle des buts de culture, et une technique dont on pourrait également en parler. Et surtout un outil de sensibilisation à l'environnement. La, la réussite du projet, en fait, elle ne fonctionne que grâce à ce qu'on appelle, nous, la concertation. C'est-à-dire que c'est un temps dédié, qui est mensuel pour chaque jardin partagé, un espace de réflexion, mais aussi un espace surtout de décision et de co-construction. Là, vous avez une petite image où les habitants sont en train de co-construire leur projet. C'est-à-dire qu'on a, nous, négocié un terrain avec les habitants. Les terrains peuvent être notre plus petit jardin fait 300 mètres carrés, le plus grand fait 7 hectares et demi. Et ils vont concevoir ensemble ce jardin et essayer d'y aménager toutes leurs envies. Alors, il y a des choses qui pourront se faire, des choses qui pourront peut-être pas se faire, mais on fera tout un travail d'accompagnement pour expliquer que ça, c'est peut-être pas très respectueux de l'environnement, mais en tout cas, on casse jamais une initiative. On amène les habitants à cheminer vers des bonnes pratiques. Les gens, quand ils arrivent, ils n'arrivent pas forcément avec des pratiques idéales, et nous, on n'impose rien du tout. C'est-à-dire qu'on va proposer et on va leur laisser le temps de comprendre ce qu'on fait dans ce type de jardin. Et c'est ce temps-là, ce temps des habitants, qui est très important pour nous et qui est nécessaire pour le changement des comportements et donc un changement de regard aussi sur son environnement. C'est pour ça qu'on a vocation et on essaye toujours d'avoir des terrains sur lesquels on va pouvoir pérenniser le projet. Parce qu'il nous faut du temps. Il y a le temps de l'accompagnement, mais il y a aussi le temps des habitants. Donc là, par exemple, c'est le résultat d'un travail de concertation, après une réunion publique d'ailleurs. C'est un très beau résultat. Il y avait à peu près une quarantaine de personnes à cette réunion. Chacun a amené son envie, en tout cas, qui permet aussi déjà de s'approprier des espaces, des lieux. Moi, j'ai plutôt me baser sur la construction. Moi, ça m'intéresse plutôt la mare, etc. C'est un jardin qu'on est en train de terminer. Là, on est en train de creuser la mare en ce moment. C'est à Marquette-les-Îles. Donc, c'est un projet qui était aussi dans ces dispositifs-là, je le dis parce que le nerf de la guerre, c'est toujours les moyens financiers. Là, on est sur un accompagnement aussi avec le département dans le cadre d'un programme. Alors, ça n'existe que dans le Nord, malheureusement, j'aimerais bien que ça existe ailleurs, qui s'appelle plantation et renaturation. C'est un dispositif qui existe depuis longtemps, mais qui a été réorienté dernièrement sur ces sujets-là. Nous, on travaille avec eux depuis 12 ans sur ce type d'accompagnement et qui facilite évidemment auprès des collectivités la mise en œuvre de ce type de jardin. D'ailleurs, à Marquette, on en a fait deux, l'un à la suite de l'autre. Voilà ensuite le jardin type, on va dire, jardin communautaire type. Vous allez retrouver à travers cette photographie, enfin ce dessin, qui est de chez nous d'ailleurs, parce qu'on a un super dessinateur, toutes les unités écologiques que l'on va co-construire avec les habitants. Donc ça va de l'éco-construction avec sa toiture végétalisée, ça va jusqu'au potager évidemment bio, aux cabanes en sol vivant pour les enfants, à la récupération de matières organiques pour le compost, ça va de sens, les prairies fleuries, tout ce qui est outils pédagogiques comme les observatoires insectes, l'apiculture avec les ruches, les champêtres, les vergers essences régionales et la récupération des eaux de pluie, vous en parliez encore tout à l'heure. Tous nos jardins, sur aucun de nos jardins, nous avons de robinet. Tout est récupéré depuis des années, depuis toujours, par les gouttières que l'on détourne, surtout quand on est en milieu très urbain, que l'on détourne des habitations pour alimenter la mare et puis les différentes cuves à eau que l'on installe sur le jardin. Voilà, quand il n'y a pas cette possibilité-là, dans ce cas-là, ce sont les constructions que l'on réalise sur ces jardins qui vont permettre de récupérer les eaux de pluie. Donc là, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure dans l'image, c'est le jardin des retrouvailles en 1997 en haut à gauche, qui était dans un terrain enchisté, un délaissé, qui est devenu une décharge également. Donc évidemment, la ville, quand on nous a proposé ce terrain, parce qu'elle ne savait pas trop quoi en faire, et c'est là où est né donc ce premier jardin partagé. Vous trouvez ensuite les réalisations qui ont été faites au bout de 20 ans. Ici, on est sur un deuxième exemple, c'est le Bizardin Elem, c'est l'ancienne plaine des métallurgistes à côté de Fifcaille, un espace de 3500 mètres carrés qui aujourd'hui est également un jardin de référence. Il a fêté ses 15 ans, un groupe d'habitants d'une cinquantaine de familles sur cet espace-là, toujours avec des réunions mensuelles depuis des années. Ils viennent de faire une tour à hirondelles pour essayer de ramener aussi les oiseaux sur le jardin. Ils avaient également installé 3 mares. Ils ont 3 mares. Et puis, pas mal de plantations, de haies champêtres, avec tout un travail aussi de sensibilisation auprès des écoles, les différents partenaires du quartier. Eux, ils sont entièrement autonomes aujourd'hui. Ils sont toujours attachés au réseau des agents, évidemment, et on intervient, nous, quand ils ont des problématiques, en fait. Ça peut être des problématiques foncières, ça peut être des problématiques politiques, économiques, humaines, techniques. Donc, les agents, c'est aussi ça derrière. Une fois que les jardins sont installés, derrière, il y a un suivi, une veille,
pour faciliter la pérennité des projets parce qu'ils peuvent être confrontés à des orientations parfois différentes de celles qui étaient prévues au démarrage. Notre méthode est la suivante, je vous l'ai mise parce que ça permettra de donner aussi les clés. Nous, on est là pour partager notre expérience le plus possible. Si un jour on disparaît et qu'il y a des jardins partagés partout, on sera très très content. Voilà, donc on est en étape par étape, on est vraiment à la co-construction du projet avec les habitants, donc on va dans les quartiers, surtout quand c'est une commande publique. La difficulté pour nous, il y a 17 ans, c'était de savoir est-ce qu'on est capable d'initier une initiative d'habitants. Puisque nous, on est né d'initiative d'habitants, mais on ne savait pas si on pouvait le faire à l'envers. Partir d'une commande et d'aller chercher des habitants, de semer une petite graine de jardin partagé alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est, et pouvoir constituer un groupe, l'autonomiser et ensuite le pérenniser. C'est avéré qu'on a réussi plusieurs fois, et en particulier à Douchy-les-Mines, mais aussi à Seclin, donc le jardin du Riez, où, dans le cadre de la politique de la ville, on a pu mettre en œuvre toute cette démarche, toute cette méthodologie qui a apporté ses fruits, puisqu'aujourd'hui, ce sont des jardins qui fonctionnent très bien, qui sont devenus des références au niveau métropolitain et au niveau régional. Ensuite, donc on conçoit avec les habitants, on met en place des aménagements. Donc tous les aménagements sont faits avec les habitants. Donc si ça doit prendre du temps, ça prendra du temps, c'est pas grave, on va à leur rythme. L'objectif, c'est pas d'installer un jardin clé en main. Tous les projets de jardin partagés que certaines communes ont essayé dans le cadre de budget participatif ont essayé de mettre en œuvre ce type d'outils et c'est avéré qu'au bout d'un an, les dynamiques d'habitants se sont entièrement cassées la figure. Ici, sur l'île, on a dû récupérer 4 jardins partagés qui avaient des grandes difficultés en termes de dynamique d'habitants. Donc, on est venu remettre de la méthodologie, ce qui n'est jamais simple sur un projet qui est en difficulté, puisqu'il faut retour démarrer depuis le début. Il faut casser un petit peu les représentations et puis les a priori sur le projet et redémarrer la démarche pour que les habitants se l'approprient. Et ensuite, on est aussi sur la phase de valorisation, c'est-à-dire que le jardin, il ne faut pas qu'il reste un espace pour quelques personnes. Il faut qu'il reste ouvert au plus grand nombre. Et les temps festifs, la dimension culturelle, qui est notre troisième axe dans le projet, donc on a parlé d'axe social tout à l'heure, axe environnemental et axe culturel, c'est qu'une fois que les jardins sont bien installés, ils sont aussi des lieux de partage et d'expérimentation autour de la culture sous toutes ses formes. C'est-à-dire qu'on peut faire de la danse, du craft, du hip-hop, on a déjà tout du cinéma, on peut tout faire. Et donc, c'est vraiment un outil. Et ça permet surtout de diversifier les publics, de faire venir des publics pour d'autres envies que celles de jardiner et juste d'être dans un espace à partager. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien. On a sur l'ensemble du réseau ce qu'on appelle un festival, qui s'appelle Festival des gens, qui regroupe à peu près 120 fêtes de jardin qui ont cette vocation de s'ouvrir sur le quartier, de rester des espaces pour tout le monde et où les habitants, jardiniers, référents vont pouvoir jouer leur rôle, en tout cas de transmettre leur savoir et leur savoir-faire. On installe évidemment des panneaux pédagogiques d'information sur ces espaces pour que les habitants comprennent bien ce que c'est, puisque quand il n'y a pas d'habitants, il est fermé, donc on peut se questionner. Donc on essaye d'être assez vigilant à ce que les gens comprennent bien que c'est un espace qui peut être ouvert dès que la personne décide d'y aller et de s'investir dans le projet par une adhésion de 5 € pour l'année. Là, 5 €, c'est symbolique, c'est juste pour enclencher un processus d'engagement. Et ensuite, évidemment, on fait un suivi de l'action avec les partenaires divers et variés que je vous ai cités tout à l'heure, de façon à faire évoluer le projet dans du partenariat. Et on y tient, puisque selon les secteurs, les difficultés sont vraiment très, très différentes. Voilà, quelques spécialités autour de nos 25 ans d'expérience, c'est que c'est vrai qu'on a expérimenté beaucoup de choses et on a expérimenté aussi beaucoup de choses dans des dispositifs très, très différents, comme la politique de la ville, mais également les projets de rénovation urbaine, en pré-rénovation urbaine, comme Denain, Faubourg du Château. Donc, on a installé un jardin avant la transformation du quartier pour justement travailler auprès des habitants sur la mutation de leur quartier et quelle place ils allaient jouer à l'intérieur de cette transformation, parce qu'on a peut-être tendance à les oublier un petit peu. Et donc là, c'est eux qui ont nommé les noms des rues, qui ont replacé le jardin au cœur du quartier et qui ont eu un rôle très important dans l'arrivée des nouveaux habitants dans le quartier, d'ailleurs qui ont habité tout autour du jardin pour justement créer cette mixité, cet échange et qu'eux puissent aussi raconter l'histoire de ce quartier pour ces primo-arrivants sur le jardin. Ça, c'était très, très important. Mais on est intervenu aussi sur la post-rénovation urbaine où on parlait tout à l'heure de parking, des parkings comme à Lens, sur le quartier de la Grande Résidence. On a transformé un parking en jardin partagé et qui aujourd'hui est un lieu absolument extraordinaire pour les habitants et pour tous les locataires des bâtiments qui sont juste à côté. Voilà, donc après je vous laisserai lire l'ensemble. Voilà, on a parlé d'écoquartier également.
Voilà, j'irai pas plus loin. Peut-être des images ensuite. Hein, voilà. Donc là, on est dans la phase de co-construction. Je regarde en même temps le timing, parce que je parle beaucoup. Phase de co-construction. Voilà, donc étape par étape, on va avec les habitants chercher les matériaux, installer les matériaux ensemble, enfin installer donc ici les clôtures. Ici, ça va être toute la partie potagère avec des buts de culture, mais aussi on peut travailler de façon traditionnelle si les habitants le souhaitent. L'arrivée de spirales aromatiques, des cabanes en sol vivant pour les enfants sur les différents espaces qui sont très très intéressants aussi pour la question de l'eau. Des mares, donc mares, un refuge de biodiversité essentiel pour nous, parce que 80% de la biodiversité va arriver par cet outil. Des espaces, voilà, des jardins en carré, suspendus, enfin, ouais, toute forme, voilà, c'est en fonction des habitants. Beaucoup de matériaux de recyclage, on achète très peu, enfin en tout cas on essaye, de transformer la matière, de la récupérer, de voir la matière comme une matière première. C'est la même chose pour la matière organique. Pour nous, ce n'est pas un déchet, c'est une matière première. Aujourd'hui, nous avons installé une soixantaine de composteurs collectifs ouverts en 24/24 sur plusieurs communes. Et aujourd'hui, bah voilà, on a la capacité de transformer la matière, de montrer aux habitants comment on peut transformer un déchet en une matière première et comment cette matière première peut servir pour eux, parce qu'ils vont pouvoir la récupérer, mais aussi sur nos jardins de proximité. Et avec cette matière, on montre actuellement, avec la fabrication de buts de culture, qu'on est capable de produire des légumes sans bêcher, sans semer et sans arroser. C'est assez révolutionnaire. Des espaces voilà, de convivialité, hein, vous voyez les accordéonistes, voilà, on travaille avec beaucoup d'artistes sur les projets jardins, parce que ceux-ci sont des lieux de vie avant tout. Là, on parlait du compostage, le compostage collectif. On co-construit tout, même les composteurs, on les fabrique ensemble, on les installe ensemble et on les gère ensuite ensemble. Donc là, ce sont des composteurs qui sont installés dans la rue, où les habitants ont la possibilité d'y venir quand ils le souhaitent. Et nous avons une gestion des composteurs derrière. Donc tout ce qui est sur apiculture, observatoire insectes pour la question pédagogique, tout ce qui est construction, on n'achète aucun abri, tout est co-construit. D'ailleurs, pour la photo du haut, les grandes portes sur la droite sont mes portes de garage, par exemple. Voilà, elles ont été recyclées, mais c'est récurrent. On expérimente. Là, il y a un four à pain qui a été expérimenté par des habitants. C'est le deuxième, parce que le premier n'a pas bien marché, donc ils en ont fait un. Puis, bien sûr, la récupération des eaux de pluie. Les vergers, les prairies fleuries, les champêtres, essentiels. On en parle beaucoup actuellement. Voilà, nous, on en installe depuis 30 ans déjà. Et tant mieux que tout le monde en parle, parce que c'est vraiment un des cœurs de sujet pour justement la gestion des nouveaux espaces et même dans l'espace public. On peut mettre des fruitiers, il faut mettre des fruitiers pour les générations futures, pour pouvoir se nourrir localement. On parlait de market tout à l'heure, vous voyez, vous aviez vu le plan, là vous voyez les dernières réalisations sur l'espace. Donc, un espace qui est assez grand, qui fait 1500 mètres carrés, qui est dans un espace public, les habitants se sont investis pour transformer celui-ci. Panneau pédagogique, je viens surtout sur voilà, je vous ai mis pour terminer quelques images concrètes de ce qu'est de la vie des jardins. On accompagne. Donc nous, on a des accompagnements qui sont des fois hebdomadaires, des fois bimensuels, des fois mensuels, et ensuite en veille quand les jardins ont été installés. Et après, bien sûr, la suite du travail, ce sont les habitants qui vont le réaliser. Donc là, on avait des plantations en bas à gauche, par exemple, c'est la plantation au Bois de la République à Vion. On a planté 12 000 arbres avec les habitants du quartier. On a créé un bois. On n'a pas osé parler de forêt parce on fait attention à ce qu'on dit. Parce que des fois, on voit des bois dans les villes et puis il y a 15 espèces ou 15 plants. Là, on en a planté 12 000, ça reste un bois. La forêt, c'est beaucoup plus complexe que ça. L'apiculture, évidemment, sur différents sites. Différents types de cultures sur des jardins. Donc c'est à Douchy, tout à l'heure, on parlait de Douchy, les photos en haut, par exemple. Celle de droite aussi, avec les enfants des écoles. On travaille depuis 5 ans avec toutes les classes. Donc on a formé là des milliers et des milliers d'enfants au jardin partagé. Tous les enfants sont passés par des formations sur le jardin et en classe avec nos salariés. Des temps festifs, des temps, voilà, là, on pêche même dans la mare. un beau four à pain également à Douchy, en bas à gauche. Voilà, de la transmission, on n'a pas trop parlé d'intergénération, évidemment, elle est au cœur de notre sujet. On a un public qui est beaucoup plus âgé. Notre cœur de cible, c'est vraiment les personnes qui ont entre 60 et 70 ans, qui ont eu un jardin dans leur histoire et qui ont envie de partager, qui ont un savoir-faire. On s'appuie énormément sur eux, beaucoup de femmes, alors que les jardins ouvriers familiaux sont plutôt des jardins pilotés par des hommes, entre guillemets. Nous, notre cœur de cible, c'est vraiment les femmes. Il y a énormément de femmes sur le jardin avec cette envie de transmission, mais sans oublier toutes les générations par les différents partenariats qu'on est capable de créer. On a aussi, vous voyez, l'accessibilité au jardin par des passerelles PMR que l'on fabrique nous-mêmes pour que les personnes à mobilité réduite puissent accéder au jardin. Là, ils font de l'apiculture et du jardin suspendu sur cette passerelle.
Et on va jusqu'à la construction. Vous voyez, la clôture à gauche, c'est une création avec un artiste de Lille, avec les habitants, où ils ont conçu avec l'artiste, la première fois qu'ils allaient dans un atelier d'artiste. Donc les grandes gamelles, c'est le nom du jardin. C'est eux qui ont dessiné tout ce qui se trouve sur les grilles. Donc là, il y a vraiment eu un travail de co-construction. Là, c'est dans le cadre de la rénovation urbaine du faubourg du Château de Nain. Et vous voyez à droite, la photo à droite, c'est voilà, l'inauguration du jardin. On a fêté le jardin avec un grand buffet auberge espagnole au milieu d'une belle prairie fleurie. Monsieur Gourdin ? Voilà, j'ai terminé. Voilà quelques images pour vous montrer de la biodiversité. Je vous remercie. Et voilà ma dernière diapositive. Voilà. Très, on pourrait en parler pendant des heures. Oui, très belle présentation, je vous remercie, c'est super ce que vous faites, bravo. Continuez comme ça, j'espère que vous pourrez vous développer sur tout le territoire de la région. Je passe la parole maintenant à monsieur Benazera, qui va nous parler d'habitat intergénérationnel et qui va nous présenter un retour d'expérience sur la région. C'est à vous, Eyal. Oui, bonjour. Écoutez, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Et puis, je suis très heureux de partager avec ces différents interlocuteurs parce que, comme vous allez le voir, les différents sujets font lien les uns avec les autres. Nos projets intergénérationnels participent d'une analyse des usages partagée, de réétudier la ville, réétudier l'habitat pour permettre du lien social. Ils intègrent également une dimension avec des espaces extérieurs et des jardins partagés. Peut-être pas la dimension que peuvent le faire les précédents partenaires, mais tout de même avec une véritable volonté et de remettre du vert au cœur de l'habitat et de resensibiliser les habitants. Donc, on est très heureux de participer à cette présentation. Elle va être assez courte et l'idée, ça va être vraiment de partager un petit peu la philosophie et la vision qu'on peut avoir de l'habitat intergénérationnel chez Réciprocité. Et derrière, j'invite l'ensemble des participants à nous recontacter si vous voulez qu'on analyse un projet plus local. Réciprocité, en quelques mots, Réciprocité, on est une petite structure de l'économie sociale et solidaire, labellisée ESUS pour les connaisseurs, donc c'est-à-dire c'est le label de référence dans l'économie sociale et solidaire qui permet à la fois d'encadrer notre mission, qui est une mission d'impact social, et également notre fonctionnement avec des instances démocratiques, etc. Aujourd'hui, on est un peu plus que ça. Aujourd'hui, on a dépassé la barre des 50 collaborateurs. On est présent depuis une petite dizaine d'années. La première agence de Réciprocité s'est ouverte dans la région Rhône-Alpes, à Lyon plus précisément. Et aujourd'hui, on a 4 agences sur tout le territoire. Et je suis le responsable de l'agence qui gère le nord de France, sachant que le nord de France descend jusqu'à Orléans. Donc, c'est un grand nord. Mais on a différents projets en Picardie, dans la Somme, pas loin d'Albert, à Pont-de-Metz, en banlieue d'Amiens, également en région lilloise. On va doucement se rapprocher des 7000 bénéficiaires sur nos différents projets, que ce soit des habitants de nos résidences ou des personnes qui habitent dans des quartiers sur lesquels on a un impact. Et aujourd'hui, on a une vingtaine de tiers-lieux qui sont déjà fonctionnels sur tout le territoire et probablement plus qui devraient émerger dans les prochains mois, dans les prochaines années. Notre mission chez Réciprocité, c'est vraiment de créer les conditions d'un lien social avec cette conviction que le lien social va être un levier d'inclusion, va être un levier de mieux vivre pour l'ensemble des personnes et notamment les personnes qui pourraient être fragilisées avec des fragilités spécifiques liées à l'âge que l'on a bien identifiées, sur lesquelles on essaye de proposer des solutions. Lorsque Réciprocité s'est créée, c'était vraiment avec cette ambition de répondre à 3 problématiques, ou en tout cas à l'évolution de la société vers 3 directions. La première, c'est le vieillissement de la population, sur lequel on a beaucoup d'élus ici, mais également les commerçants, pour qui c'est une problématique que tout le monde connaît. Une évolution de la démographie vers un vieillissement de la population qui demande des adaptations, mais également une paupérisation des populations et notamment des personnes seniors associées à un isolement. Et l'ensemble de ces évolutions demande des adaptations de notre société et nous, on a voulu proposer des solutions à l'échelle de l'habitat.
le contexte dans lequel on travaille, c'est des éléments que tout le monde connaît, mais c'est aussi important et ça peut être intéressant de le rappeler. 21 millions de la population de plus de 60 ans en 2030, ce qui est un changement majeur, avec une majorité d'âge inférieur à 85 ans, donc des personnes, une population qui commence à devenir senior, de jeunes seniors dans un premier temps, mais sur lequel il faut adapter la société. Et ces personnes qui vont, dont 9 sur 10, c'est même un peu plus que 90%, qui souhaitent vieillir à domicile. Et ça, c'est très important quand on pense la ville de demain, c'est de se dire que aujourd'hui, on est dans une situation où on a beaucoup d'habitat qui est inadapté aux fragilités, notamment les fragilités liées à l'âge. Et après, derrière, on passe directement à un système d'habitat très adapté du style EHPAD, mais qui ne répond pas forcément aux volontés des personnes qui souhaitent véritablement vieillir chez eux dans des environnements moins stigmatisants. Et l'idée, c'est de se dire comment est-ce que l'habitat peut participer à ce que chacun et chacune puisse mieux vieillir en meilleure santé, que l'habitat soit un véritable vecteur de bien-être pour qu'ils puissent vieillir le plus longtemps possible chez eux, plus longtemps que s'ils étaient dans de l'habitat qui était inadapté. Donc, on a deux leviers. Le premier levier, c'est l'habitat, et l'autre levier est également lié à l'habitat, mais c'est le lien social que l'on peut intégrer dans l'habitat. Notre engagement intergénérationnel, c'est donc de proposer des solutions avec l'ensemble de nos partenaires, puisque on travaille avec les collectivités, avec les bailleurs sociaux, mais également les promoteurs, les aménageurs et tous les acteurs de l'habitat, à proposer de l'habitat adapté et adaptable aux fragilités liées au vieillissement et aux autres fragilités également, puisque ce sont des fragilités qui peuvent être aussi liées à différents handicaps. La lutte contre l'isolement est au cœur de nos missions chez Réciprocité, parce qu'on a identifié, on est certain, on a la conviction que l'isolement accentue les fragilités, accentue les problématiques, et que quand on est une collectivité ou même quand on est un acteur économique du territoire, on accorde forcément de l'importance à ce que les personnes aient du bien-être, et ça passe pour nous principalement par ce lien social et réussir à créer des lieux qui permettent de lutter contre l'isolement. Ces deux facteurs ensemble favorisent de fait la prévention de la dépendance, puisque quand on a du lien social, ne serait-ce que par son activité physique, mais aussi intellectuelle, forcément, on va mieux vieillir, être mieux encadré, mieux faire de prévention et répondre plus rapidement aux premiers éléments de dépendance qui vont nous permettre de mieux rester chez soi le plus longtemps possible. Et ça permet de participer à la cohésion sociale. Ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard dans un slide un peu spécifique qui fait le lien avec la thématique de ce webinaire, de voir comment de l'habitat intergénérationnel est un véritable vecteur de dynamisme au niveau local. Je vais vous passer une petite vidéo pour que vous puissiez bien vous imprégner de ce qu'est un projet d'habitat intergénérationnel vu par Réciprocité. Et puis derrière, ça nous permettra d'en parler un petit peu. J'ai vu dans les inscrits qu'il y avait beaucoup de personnes de collectivités sur lesquelles on va avoir des projets. Donc, je les salue très spécifiquement. Et ils vont reconnaître en partie les projets, puisque la présentation que je vais vous faire est sur une solution que l'on a co-construit avec l'un de nos partenaires qui est Eiffage Immobilier, avec qui on a co-construit un dispositif d'habitat intergénérationnel qui s'appelle Coucounage, qu'on arrive à essaimer sur l'ensemble du territoire, notamment dans le nord de la France. On a différents projets existants et différents projets qui vont émerger dans les tout prochains mois ou dans les prochaines années en fonction des projets. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo qui parle de 3 projets et qui montre bien comment de l'habitat intergénérationnel est un projet de territoire et qui donc s'adapte au territoire et sur lequel, avec la même philosophie, on peut avoir des projets très différents d'un territoire à l'autre. On peut lancer la vidéo si possible.
Cocoonage est un dispositif d'habitat intergénérationnel et solidaire conçu par Eiffage Immobilier en partenariat avec Réciprocité. Ces résidences proposent des logements adaptés à tous les âges, autour d'une maison des projets, gérée par un gestionnaire animateur. Espaces et moments partagés favorisent au quotidien le mieux vivre ensemble. Depuis 2015, ce modèle d'habitat inclusif répond aux défis sociétaux actuels et a essaimé dans toute la France. Gros plan sur 3 résidences, 3 lieux de vie qui placent l'humain au cœur du dispositif. Cette résidence Cocoonage est très intéressante puisque vraiment toutes les générations se rencontrent, beaucoup de cultures sont rassemblées. La maison des projets, d'abord c'est un lieu où on apprend à connaître ses voisins, un lieu où on peut aborder tous les sujets qui nous touchent. La résidence, elle est vraiment caractérisée par l'entraide entre les habitants. Une gestionnaire animatrice, c'est un très beau métier, c'est une tisseuse de liens. Aider son prochain, ça compte beaucoup pour moi. Et voilà, avec cette maison-là, on a la possibilité de le faire. Du coup, on essaye de tous s'entraider. Moi, je suis maman solo avec 4 enfants. Et du coup, j'ai beaucoup de conseils, de soutien, ouais, comme une famille. La résidence Cocoonage de Capinghem, elle est située dans la métropole lilloise. On se retrouve avec des populations assez diversifiées. On partage des moments d'échange. Il n'y a plus de notion de handicap, il n'y a plus de notion de différence. C'est assez touchant d'ailleurs de voir quelle alchimie se crée entre toutes ces personnes. Le contact avec différentes générations m'apporte beaucoup de sagesse et de connaissances que je n'ai pas encore eues. Ce qui nous fait venir dans ce lieu, c'est la joie qu'on peut tous s'apporter mutuellement. Donc à travers les projets qui sont menés ici, c'est vraiment une occasion de se réaliser, de se sentir utile dans son lieu de vie, d'être acteur aussi de la vie du quartier. Alors on est sur la plus grande résidence Cocoonage de France avec 133 logements. La spécificité principale, c'est qu'on est sur du logement mixte, donc il y a des propriétaires occupants, des locataires du privé et des locataires du logement social. Depuis un peu plus d'1 an et demi que je suis résident ici, je ressens un mieux-être. Pour moi, c'est la possibilité aussi d'être un petit peu un appartement thérapeutique parce que ça permet effectivement d'écrire une nouvelle page et de repartir sur autre chose. C'est beau ce qui se crée, c'est vraiment beau parce qu'il y a vraiment des moments magiques, il y a des liens qui se créent, des choses qui se montent, des moments partagés uniques. Un mot pour définir la résidence, je dirais amitié. Moi, je dirais aventure. Pour moi, j'emploierais le mot convivialité. Je pense que c'est ce qui résume le mieux ce que nous vivons actuellement ici. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui quitte la vidéo pour retourner à la présentation. Donc voilà, ce qui est très intéressant, je pense que la présentation va revenir parfait. Ce qui est très intéressant sur les différents projets qu'on a pu voir, c'est véritablement le côté lien avec le territoire. C'est-à-dire qu'avec la même philosophie, avec la même solution d'habitat intergénérationnel, on arrive à concevoir des projets très différents qui répondent véritablement et qui apportent des solutions à chacun des territoires. Je vais reprendre l'exemple des projets que l'on a vus, mais sur des projets de ce type, on peut avoir l'intégration au cœur de villes, de personnes avec des trajectoires et des profils différents. Et qu'on ait une collectivité ou même un acteur du territoire, c'est très intéressant, très important de pouvoir bien intégrer ces populations qui parfois ne viennent pas forcément de la ville. Et notre projet le permet. Ce qu'on a pu voir dans les différentes vidéos qui ont été vues ici, c'est que les projets répondent à des problématiques très différentes d'un territoire à l'autre. Sur le premier territoire, on est sur un projet sur lequel, parmi la population de cette nouvelle résidence, qui est une résidence d'habitat social complètement mixte avec des familles, des jeunes, des seniors, plusieurs personnes qui étaient en situation de précarité
et notamment liées au logement, assez fortes. Et donc, tout l'enjeu aura été d'intégrer ces personnes à un projet et de faire le lien avec les services de la collectivité, avec les commerces, avec l'ensemble de l'écosystème local, alors que ce sont des personnes qui ne connaissent pas forcément le territoire. Et de par notre travail, de par la conception de l'habitat, mais aussi et surtout de par l'engagement que nous avons à travers une présence humaine très forte sur nos résidences, puisqu'on a ce qu'on appelle un gestionnaire animateur ou une gestionnaire animatrice qui est présente 4 jours par semaine, qui va faire le lien entre ces personnes et l'écosystème local, et qui va permettre de construire un véritable projet autonome entre les habitants pour qu'ils puissent récupérer ce qu'on appelle du pouvoir d'agir à l'échelle de leur résidence. Sur le deuxième projet, le projet de Capinghem, on a aussi intégré des personnes en situation de handicap, et notamment des personnes qui étaient malentendantes, qui habitent sur le quartier, qui ont voulu utiliser ce lieu de lien social pour créer des conditions de vivre ensemble, pour créer du lien avec les autres habitants du quartier. Et donc, on a eu un projet qui a eu cet avantage de pouvoir connecter des personnes qui, de par leur situation de handicap, étaient un petit peu déconnectées ou pas suffisamment connectées avec l'écosystème local. Et notre lieu de vie de lien social a permis de faciliter ou d'améliorer encore cette connexion. Également accompagner le vieillissement, puisqu'on est des résidences intergénérationnelles, c'est un peu au cœur de notre ADN. On veille les personnes en situation de fragilité liée à l'âge, c'est-à-dire que au-delà de la vie, du lien social qu'il peut avoir sur nos résidences, on va être dans cette dynamique de aller vers elles, s'assurer qu'elles n'ont pas de problématiques spécifiques, que leur fragilité n'ont pas d'impact sur leur vie quotidienne, et trouver des solutions au fur et à mesure. Ça peut être des solutions très simples pour faire les courses, pour avoir des activités, pour des soins médicaux, etc. Et on va le voir dans les tout derniers slides, dans le prochain slide, que je vais vous passer tout de suite d'ailleurs, que c'est véritablement un vecteur de dynamisme. Pourquoi ? Parce que des personnes des études l'ont montré d'ailleurs, des personnes qui vont avoir un lien social fort à la première échelle, enfin au premier cercle de vie, à savoir le cercle de la résidence, vont de fait être mieux connectés avec le reste des services et de la collectivité. Ça a été prouvé, ça peut sembler contradictoire dans un premier temps, mais en fait on se rend compte que finalement c'est assez logique. Quand on a du lien social, quand on connaît ses voisins, quand on a des activités avec ses voisins, quand on a des activités même intergénérationnelles avec les jeunes de sa résidence, quand on se retrouve avec ses voisins entre seniors, on va être plus à même d'aller utiliser les services de la collectivité, que peuvent être des restaurants, que peuvent être le cinéma. J'ai même envie de dire que les services du type coiffeur, etc., forcément, quand on est enfermé chez soi et qu'on reste isolé, forcément, on va moins utiliser ces services de la collectivité. Pour une collectivité, c'est aussi la possibilité de faire bénéficier ses habitants qui vont créer des dynamiques collectives pour en bénéficier, de clubs de seniors, d'événements, de repas de seniors, etc. Mais également des événements familiaux, des foires, des choses de ce type. Forcément, l'ensemble de ces services, qu'ils soient commerçants ou pas, qu'ils soient liés à la santé ou pas, qu'ils soient liés aux fragilités ou pas, eh bien, les habitants vont être amenés à mieux les utiliser. Je l'ai bien dit, hein, c'est des projets connectés à l'écosystème local à chaque fois. Et donc, lorsque l'on conçoit une solution, bien en amont de la livraison de la résidence d'ailleurs, puisqu'on travaille dès la signature du projet, on va intégrer l'ensemble de l'écosystème local, que ce soit les entreprises, les associations ou la collectivité, le bailleur, etc., pour construire un projet ensemble. Et ça va aussi participer du dynamisme du territoire. Et pour finir, souvent on a des seniors qui ont des logements pas adaptés,
on sait que c'est un levier de dynamisme économique très fort que le service à la personne ou les services de ce type. Eh bien, on va favoriser cela en permettant aux différents acteurs de bien identifier les besoins que peuvent avoir les habitants sur la résidence. Donc, en finale, pour conclure, on se rend compte que les projets intergénérationnels sont des projets qui bénéficient à l'ensemble des acteurs d'un territoire, que ce soit les collectivités qui sont très souvent à l'origine de la demande, mais également l'ensemble des acteurs qui proposent des services sur le territoire. Ça va également permettre, en proposant de l'habitat de qualité, de pouvoir redynamiser des centres-bourgs qui pourraient être un peu moins dynamiques et sur lesquels on a du mal à repeupler des petites villes ou des villages. Et bien là, avec ce logement adapté, en pouvant identifier les types de publics que vont rechercher les différents acteurs, on va pouvoir créer du logement qui va être particulièrement attractif pour des seniors, mais aussi pour des familles, aussi pour des jeunes actifs dans des centres-bourgs qui pourraient être un peu moins attractifs. Nos résidences vont pouvoir permettre à des personnes d'avoir envie de réintégrer ces centres-bourgs. Je vais m'arrêter là-dessus simplement en vous montrant ce slide, mais je vois qu'il est déjà 11h50 et qu'on doit arriver au bout. Sébastien me dit oui de la tête, donc voilà, je vais vous repasser la main. Mais en tant qu'entreprise de l'économie sociale et solidaire, on est obligé de faire des analyses d'impact et on voit que véritablement une résidence intergénérationnelle telles qu'on les conçoit et qu'on les anime chez Réciprocité, ça a un impact sur le territoire, notamment dans la connexion avec le territoire où c'est assez net, puisque 66% des personnes se sentent mieux connectées sur le territoire grâce à notre action. C'est aussi à travers ces analyses d'impact qu'on peut s'assurer et être fier des actions que l'on peut mener. Merci Eyal. J'ai une question pour toi. C'est combien est à peu près le loyer d'un logement pour une personne âgée? On est dans de l'habitat. Souvent on est dans de l'habitat social. Ça, je l'ai pas bien expliqué, mais on l'a vu dans la vidéo où on peut avoir de l'habitat social, mais aussi de l'habitat libre et souvent de l'habitat mixte. Donc en fait, quand on est dans de l'habitat social, c'est un loyer d'un bailleur social traditionnel, puisqu'il n'y a pas de surcoût, puisque c'est le montage que l'on a réussi à faire avec l'ensemble de nos partenaires fait que les habitants ne payent pas directement notre accompagnement. Et donc, c'est des loyers de logements sociaux ou de logements libres traditionnels. Très bien, merci. Et moi, j'ai une petite question sur ces types d'habitat intergénérationnel. Est-ce qu'il y a des commerces qui peuvent s'installer en pied d'immeuble? Alors, on a des solutions sur lesquelles on est intégré en plein centre-ville et justement, on a des commerces qui vont être en pied d'immeuble. Alors, dans certains cas, on a des pharmacies. J'ai vu qu'il y avait des inscrits de Marigny et Compiègne. On peut avoir une crèche également qui va être installée. On a une résidence qui va sortir très, très bientôt sur laquelle il y a une crèche qui est intégrée au programme. Mais il peut y avoir des commerces du type, des services de centre-ville qui peuvent être intégrés au sein du programme. C'est parfaitement possible. Très bien. Oui, j'ai une petite question sur justement sur cette connexion avec la ville, avec le territoire sur lequel s'inscrivent ces projets. Tout le travail de transition fine entre espace public, espace privé, une espèce de graduation au sein des logements, est-ce qu'elle est travaillée dans la mise en relation avec la ville? Est-ce que une partie des espaces extérieurs, par exemple des résidences, sont accessibles au public librement? Y a-t-il des événements organisés régulièrement invitant la population? Encore une fois, on est sur des projets vraiment sur mesure et c'est un sujet très intéressant et c'est une bonne question. En fonction des territoires, en fonction de l'architecture aussi des résidences, on a des projets qui sont plus ou moins ouverts sur la ville. Dans certains cas, on a des espaces extérieurs, souvent principalement, qui sont complètement ouverts sur le quartier. Dans d'autres cas, c'est un peu plus difficile, c'est simplement dans le cadre d'adhésion
que les personnes peuvent en bénéficier. Mais j'ai même sur les espaces intérieurs d'ailleurs, parce qu'on l'a vu sur l'espace de Capinghem, notre maison des projets, ce qu'on appelle la maison des projets, qui est le lieu de lien social au sein de la résidence, est complètement ouvert sur le quartier. Et donc là, on est sur un espace complètement ouvert. Donc c'est vraiment au cas par cas, en fonction de la volonté de la collectivité, en fonction des contraintes que l'on peut avoir, en fonction du projet social qu'on va co-construire avec l'ensemble des acteurs que sont le bailleur social, la collectivité et les différents acteurs de l'écosystème local. Il n'y a pas de réponse, c'est vraiment au cas par cas. Je vais devoir conclure, messieurs. Okay. On arrive au bout des 2 heures. Je vous invite à vous contacter les uns les autres. D'ailleurs, monsieur Legui avait une question pour vous, monsieur Benazera. Je pense qu'il vous appellera pour vous la poser. Je suis désolé, je suis vraiment obligé de conclure. Donc, pour aller plus loin sur la présentation que je vous avais passée au début, vous aurez les liens pour aller voir sur les sites des différents intervenants. Nos prochains ateliers webinaires auront lieu les 10 janvier et 24 janvier. Je vais à la fin de la présentation, vous avez les liens pour vous inscrire. Donc, le 10 janvier, ça sera... Là, on va passer dorénavant sur un bloc de webinaire qui va concerner toute la partie éducation. Donc, le 10 janvier, on va parler d'orientation scolaire, on va parler d'apprentissage et on va parler de formation professionnelle au service de l'économie de proximité. Parce que si on remet de la vie dans les territoires, du coup, les commerces restent ou s'installent et du coup, il faut que ces commerces puissent recruter des gens compétents. Du coup, on va parler justement d'orientation, d'apprentissage et de formation. Et le 24 janvier, on parlera de transition, de reconversion professionnelle et d'emploi au service de l'économie de proximité. Donc, ce sont tous des dispositifs régionaux qui existent, dans lesquels l'UDP participe et qui permettent de bénéficier à la fois aux apprenants, aux apprentis et aux salariés des entreprises de proximité. Je tiens à remercier tous nos intervenants d'aujourd'hui qui nous ont parlé de choses très intéressantes, de vivant. Donc, remettre de la vie dans les centres-villes, centres-bourgs, c'est remettre du vivant. Ça passe par la biodiversité, ça passe par la nature, ça passe par le lien social, par le lien générationnel. Vous avez parlé de pédagogie, très important également. Donc, les gens se parlent, les gens se transmettent du savoir, du savoir-faire, ont une posture de savoir-être. On a vu sur vos interventions qu'il y avait très peu de personnes bloquées sur leur téléphone portable. Donc, pas enfermés sur eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils échangent avec les autres, ça c'est très important. Donc, remettre toute cette vie sur les territoires, c'est très important et ça bénéficie de fait au commerce de proximité. Également, merci à mes collaboratrices, à mes collègues Rachel et Dorothée qui ont géré ce webinaire en coulisses. Merci à tous les participants d'avoir suivi ce webinaire pendant 2 heures. Et puis également, je tiens à remercier tous nos partenaires de ce cycle de webinaire, donc le Conseil régional, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la Chambre de métiers de l'artisanat, la CAPEB, donc le syndicat du bâtiment, la métropole européenne de Lille et le CD2E, donc le centre de l'éco-transition en région Hauts-de-France. Voilà, un très grand merci à toutes et à tous. Je vous remercie, messieurs. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Également à tous les participants. Et puis, on reste en contact et encore bravo pour tout ce que vous faites. Merci à vous. Bonne fin de journée à vous tous et au plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir.